Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Bordeaux, mais en fait direction toutes les villes de France. On va étudier avec David Millet, le cofondateur de Ville Vivante, comment on régénère des centres-villes urbains. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille en passant par Bordeaux ou Lyon. J'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier avec David, quelque chose de passionnant, puisqu'on va prendre un peu de recul sur l'évolution des villes, de ces territoires extramuros que l'on évoque à longueur d'épisode. Ça va être passionnant, on va parler de régénération urbaine, comment construire la ville sur la ville. Écoutez bien, je crois qu'on a battu le record de longueur cette fois-ci, mais je suis sûr que ça va vous passionner. En tout cas, moi, ça m'a passionné. C'est parti! Bonjour David. Bonjour. Les amis, j'ai le plaisir d'interviewer David Millet pour une raison principale, c'est que on va avoir quelqu'un qui va savoir nous parler de la ville d'aujourd'hui, du fait de son activité avec Ville Vivante. David Millet est le cofondateur et président de Ville Vivante. C'était très important pour moi parce que on interroge beaucoup de belles réussites dans les grandes villes françaises. Et je voulais avoir vraiment un éclairage, prendre un peu une prise de recul sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des gens qui quittent Paris, qui arrivent à Lyon, à Bordeaux, et avoir vraiment cette analyse et un peu une prise de recul. Et avec David, on va être servi. Donc bienvenue David, merci d'être avec nous sur Extramuros. Merci à toi. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton activité pour qu'on comprenne bien quel est le lien entre ton job et ces territoires? Alors, mon activité, c'est assez simple. Ville Vivante aide les villes, les villages, à trouver des solutions pour leur développement. Euh, la plupart de nos territoires, en fait, existent en grande partie. C'est-à-dire que quand vous débarquez quelque part, il y a toujours des immeubles qui sont déjà là, des maisons, des gens qui habitent ce territoire depuis quelques années, et puis il y a d'autres personnes qui arrivent. Et chaque territoire, chaque ville, chaque village est toujours en train de se poser la question, comment est-ce que je fais pour la suite? Comment est-ce que j'accueille de nouvelles populations? Et comment les habitants qui sont déjà là, ils peuvent évoluer aussi dans leur trajectoire résidentielle? Est-ce que l'offre d'espace que je leur propose aujourd'hui, elle est adaptée? Ou est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre? Et quand ces territoires réfléchissent à leur évolution, ils se demandent s'il manque de logement, où est-ce que je les construis? Et ça fait quelques décennies, presque 100 ans que on répond à cette question de façon assez simple, et qu'on va construire un petit peu plus loin. Le terrain d'à côté, ouais. Le terrain d'à côté, le terrain qui est souvent un terrain agricole. Les villes se sont étalées, et aujourd'hui on est en train, alors ça fait quelques années mais que ça se prépare, mais je pense que c'est en train de se cristalliser aujourd'hui de façon très nette. Pour des raisons environnementales, on ne veut plus consommer de terres naturelles et agricoles. Je pense qu'on a raison. Pour des raisons de budget des ménages, construire toujours plus loin, ça pose des questions de combien coûte le plein d'essence que vous devez mettre chaque semaine dans la voiture pour aller travailler dans le centre de l'agglomération. Et donc, il y a des lois qui sont en train d'être votées, ajustées, et qui vont progressivement interdire aux villes et aux villages de s'étendre. En 2050, chaque territoire devra trouver les ressources pour continuer à se développer à l'intérieur de lui-même. Et en fait, quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur des villes, à l'intérieur des villages, eh ben, quelque part, toutes les places sont déjà prises. Chaque parcelle de terrain est déjà la propriété de quelqu'un. La plupart du temps, ce sont des petits propriétaires, ce sont les Français, en fait, qui sont venus avant. Et Ville Vivante, son travail, c'est de créer un nouveau type d'urbanisme qui consiste à coopérer avec tous les gens qui sont déjà là et qui sont propriétaires d'un terrain, plus ou moins grand. Et donc, on va nous organiser la coopération entre la collectivité, la ville, le village, l'agglomération et les milliers, les millions de petits propriétaires qui sont propriétaires d'une petite parcelle du territoire qui pourrait évoluer, qui pourrait accueillir demain une offre nouvelle de logement.
Donc, on travaille depuis quelques années à trouver les solutions du futur. Donc, quand on a commencé il y a 10 ans, euh, on pouvait pressentir le problème qui allait se poser, c'est-à-dire qu'on allait manquer de foncier constructible, le foncier allait devenir rare, cher, les prix du logement allaient augmenter, ils étaient déjà en train d'augmenter en 2010. Moi, quand j'étais étudiant en 2000, je pense qu'on avait beaucoup moins de difficultés à se loger qu'aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes études à Lyon. Il était Et tu as relativement démarré Ville aisé de... Vivante en quelle année, du coup? Il y a 10 ans, 2013. 2013. Euh, Et du coup, aujourd'hui, ton client type, c'est qui? donc, mon client, c'est une agglomération, c'est une ville moyenne de 30 000 habitants, comme D'accord. Périgueux, par exemple. Ouais. Ça peut être le territoire des Vosges centrales. C'est à l'échelle quasiment la moitié du département. Vous avez 154 communes Mhm. rurales autour d'un pôle centre qui s'appelle Épinal. C'est des territoires plus tendus comme l'agglomération de La Rochelle. Ouais. C'est la ville de Saint-Malo. C'est la ville de Clermont-Ferrand, par exemple. Voilà, un petit peu partout dans le territoire. Et ces villes, jusqu'ici, elles se développaient en extension urbaine. Donc, Ouais. on avait cette bonne méthode qui consistait à créer de nouvelles routes, de nouvelles voies, de nouvelles zones d'aménagement, de nouveaux lotissements, qui ne dérangeaient personne et qui étaient relativement assez faciles à produire. Et puis, comme l'énergie était pas très chère, euh, finalement, Mm. en voiture, on pouvait se déplacer d'un point à un autre et c'est comme ça que nos territoires se sont agrandis. Donc ça, c'est Ouais, en train ouais. de s'arrêter pour tout un tas de raisons. Et on est en train de rentrer dans le dur, où je pense que vous avez remarqué que le logement, c'est en train de devenir une des préoccupations principales de tout le monde. Bien sûr. Il y a 2000, quand moi j'étais étudiant, franchement, c'était pas le sujet. En Mm. 2010, on commençait à voir dans certains territoires des prix augmenter bien fortement. Et en 2020, 2021, 2022, 2023, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se resserrer. Alors, il y a d'autres facteurs conjoncturels Ouais. Et puis, un petit qui sont épisode voilà, qui sont en train d'usage de la maison forcé qui de a permis jeter à une tout le monde de lumière réfléchir. Mm. un peu plus crue sur le problème. On a des Mm. difficultés de financement des projets, une hausse des coûts de matériaux. Euh, Tout ça, c'est peut-être conjoncturel. Il y a quelque chose qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel, c'est que demain, le foncier constructible, gratuit, pas cher, alors pas gratuit, mais au prix agricole, pas cher, en Mm. quantité relativement abondante, celui-ci, on ne l'a plus. Et donc, Ouais. si demain, on veut que nos villes, nos villages continuent de se développer, ça veut dire qu'il faut le faire en partenariat avec les habitants actuels. Et ça, c'est Ouais. une petite Alors, révolution dans le et monde de c'est l'urbanisme. là, c'est là que vous êtes que vous êtes utile et que se trouve votre offre. Donc, si on prend l'exemple très concret de Périgueux, parce qu'après j'ai 1000 questions sur le développement des villes et on va y venir, mais je pense qu'en comprenant bien votre offre, comment vous bossez, donc la ville de Périgueux t'appelle, te dit bon, j'ai plus envie de fracasser des champs autour de la ville, ça sert à rien d'aller créer un nouveau lotissement parce qu'en plus il va falloir que je fasse une école, un truc. S'ils se posent la question, parce que c'était pas toujours le cas. Donc on va aller densifier le centre existant et donc tu dois aller identifier des terrains et donc des propriétaires qui seraient prêts à vendre un bout de parcelle. C'est comme ça que ça se passe? Alors, Périgueux, ça fait quelques années qu'ils ont plus de foncier. C'est une ville qui Hmm. est pas très grande, qui est déjà construite. Par contre, tous les villages qui sont autour, qui sont des petits bourgs ruraux, eux, ils ont quasiment du foncier en abondance depuis de nombreuses D'accord. années. Ce qui fait que quelqu'un qui arrive à Périgueux, une famille par exemple, avec 2 emplois, très facilement elle peut trouver une maison confortable et un terrain généreux à la Hmm. campagne, accessible en 15-20 minutes de voiture. Ouais, Périgueux, c'est une agglomération qui est pas très embouteillée, donc faire le trajet le matin, ça peut se faire. ça marche. Et à la fin, vous vous retrouvez avec la ville-centre qui a les équipements, qui a le théâtre, qui a Hmm. les équipements sportifs, La culturels, piscine, le truc, ouais. la piscine, qui a les étudiants, qui a le logement social, qui a les ménages modestes, mais qui n'arrive plus à accueillir les familles. Hmm. Et en fait, quand vous n'arrivez plus à accueillir les familles, votre population, elle a du mal à croître. Elle baisse. Donc, Périgueux, à une époque, c'était 35 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 30 000. D'accord. Et le maire, il voit que son territoire est équipé pour 35 000 habitants, mais qu'il n'y a que 30 000 personnes qui sont là. Et puis, il manque un segment principal important, qui sont Hmm. les familles, quoi. À tel point que certaines écoles sont en train de fermer des classes et que voilà, c'est cet attrait un peu très fort de la maison, pas très chère, confortable, avec un grand terrain Hmm. à l'extérieur de la ville. Et pour l'instant, quand on arrive à un élément difficile à concurrencer pour la ville de Périgueux. Donc l'idée, c'est de regarder si on peut pas produire une offre, on va dire, alternative au terrain, au grand terrain à bâtir périurbain,
vous avez à 15-20 minutes de la ville, mais en ville. Mhm. Mhm. Et donc, on va aller regarder dans les jardins des particuliers, des propriétaires de maisons. Donc, vous avez 6000 maisons à Périgueux. Euh, Différentes personnes qui y habitent. Vous avez 40% des propriétaires de ces maisons qui ont plus de 70 ans. Souvent des personnes seules. Donc, vous Ouais. voyez, les maisons, en fait, elles vivent un cycle d'occupation. Vous avez encore 40% de ces maisons qui ont entre 50 et 70 ans. Euh, Ça veut dire que toutes ces maisons familiales, elles sont plus forcément adaptées au mode de vie, aux besoins des gens Ouais, qui les habitent bien aujourd'hui. sûr. Les jardins sont pas très grands. Un jardin en taille médiane à Périgueux, ça fait 300 mètres carrés. Et nous, Mhm. on est en train de chercher des terrains à bâtir pour que des familles puissent faire bâtir, en fait. C'est-à-dire se faire faire leur maison sur mesure, Mhm. celle dont ils ont envie dans Périgueux, avec l'idée que certes, le terrain sera petit, mais ils pourront emmener les enfants à pied. D'accord. Donc Les les 300 ados, mètres carrés peuvent suffire. les ados, ils pourront prendre le bus et Mhm. aller dans le centre. Voilà. Donc essayer d'offrir les avantages de la ville, mais avec cette idée que la maison individuelle est possible dans Périgueux. Donc on lance ça en 2016. On commence par retoucher le règlement d'urbanisme. En fait, dans chaque territoire en France, si vous voulez Ouais. construire, vous devez respecter un règlement. Ce règlement, il est local, il est établi par la municipalité, l'agglomération. Il détermine si vous avez le droit de faire un étage, deux étages, trois étages. Il détermine l'emprise au sol de votre maison, c'est-à-dire le rapport entre la surface que la maison va occuper sur le terrain et la surface totale du terrain. Il détermine si vous avez le droit ou pas de venir coller votre maison sur la limite du voisin. Si vous le faites, jusqu'à quelle hauteur? Il détermine les accès minimums que vous devez ménager, les largeurs d'accès, enfin, toutes les règles, quoi. Et donc ces règles, aujourd'hui, un certain Le nombre fameux d'entre elles, PLU. Voilà. le PLU, Plan un local certain nombre d'entre elles, d'urbanisme. bah, elles sont pas rédigées aujourd'hui pour permettre Mhm. l'évolution des constructions des parcelles. Donc Mhm. parfois elles le permettent, parfois elles le permettent pas. Parfois elles autorisent des choses qui sont pas terribles où on va construire des maisons qui vont avoir une vue chez le voisin, chez la voisine, sur la piscine. Mhm. Et inversement, interdire des configurations qui auraient été meilleures. Donc la première chose, c'est de retravailler un peu ce règlement. Et puis ensuite, eh ben, il faut voir s'il y a des périgourdins, des Français qui seraient intéressés pour se séparer d'un bout de leur terrain, de le vendre à quelqu'un d'autre qui bâtirait sa maison. Mhm. Et donc, ça, c'est notre travail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. On ne demande pas aux gens directement qui veut accueillir un nouveau voisin dans son jardin. C'est quelque chose qui marche Ouais. relativement peu. Par contre, on leur propose des ateliers de réflexion pour connaître euh, les possibilités d'évolution de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils sont Mhm. propriétaires d'un terrain, d'une maison. Le règlement d'urbanisme, il autorise des choses et d'autres choses ne sont pas autorisées. Ça, c'est des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on va rentrer tout simplement en posant la question toute simple. Qu'est-ce que vous auriez le droit de faire dans les années qui viennent Ouais. si vous aviez le besoin? Donc, on va pas poser la question sur le besoin parce que des gens qui ont 50, 60, 70 ans, Mhm. euh, ils sont dans la seconde partie de leur trajectoire résidentielle. Implicitement, ils avaient pensé peut-être vivre toute leur vie dans cette maison. Et donc, Mhm. les questions de savoir si est-ce que je pourrais vivre jusqu'à la fin de mes jours dans cette maison? Mhm. Est-ce que je me rapproche de mes petits-enfants qui sont partis à Bordeaux, par exemple? Ouais. Euh, est-ce que je est-ce que je quitte pas la maison pour prendre un appartement dans le centre-ville pour être plus proche Mhm. des commerces? Mhm. Donc toutes ces questions-là, elles existent, mais elles sont pas très explicites, elles sont pas très formalisées. La réflexion, en général, n'est pas très aboutie. Et donc, quelque part, regarder le potentiel de leur terrain, ce qu'ils pourraient faire, c'est une façon tranquille de commencer la discussion et de voir un petit peu comment ces gens se projettent. Ouais. Et, Et ça se passe et comment? Tu fais une réunion au bar du on, village? on, on communique de façon large déjà pour faire connaître le service. Donc c'est la ville de Périgueux qui contracte avec Ville Vivante. On Ouais. met en place un service à l'échelle de la ville. Ce service est gratuit, il est financé par la ville de Périgueux et les habitants peuvent venir chercher une heure avec un professionnel de l'urbanisme, de l'architecture pour regarder ce qu'il est possible de faire. Donc ils prennent rendez-vous, on dessine la parcelle en 3D en temps réel, on monte la maison existante et ensuite on regarde. Donc vous avez des gens par exemple qui vivent sur des maisons des années 70 qui sont sur sous-sol total non enterré. Donc en fait ils ont le rez-de-chaussée de la maison à l'étage. Je sais pas si vous Ah, voyez ces d'accord. maisons.
Ouais. avec en dessous un peu garage, buanderie. Hmm. À 70 ans, forcément, il y a des questions Faut de type monter, ouais. Escalier. escalier, Hmm. qu'est-ce que je fais? L'isolation des maisons qui est pas terrible. Hmm. Donc vous avez certaines personnes à un moment qui ont déjà commencé à réfléchir à redescendre au rez-de-chaussée, aménager une Ouais. chambre, peut-être descendre la cuisine. Donc vous avez donc c'est des espaces qui n'étaient pas forcément prévus pour ça au départ. Donc il y a des questions de d'aménagement, d'isolation, de hauteur sous plafond. Voire de Donc ça c'est sécurité. un de sécurité, c'est un scénario. C'est des travaux qui pourraient être financés en vendant une partie du terrain. Donc un terrain à Hmm. bâtir, ça a une certaine valeur. Dans Périgueux, ça vaut 30, 40, 50, 60 000 euros. Donc ça peut faire un petit peu l'élément déclencheur. Il y a d'autres personnes qui, au début, partent sur un projet de rénovation de leur maison et puis à un moment, qui vont basculer, alors un peu avec notre aide, et se dire, mais c'est une maison toute neuve que je vais me construire pour moi dans mon jardin. Moi, je vais déménager dans mon jardin. Je vais me faire le plein Ouais. pied, Ouais. isolé, basse consommation, en bois, Hmm. avec des pièces organisées par rapport au mode de vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui passent beaucoup plus de temps à la maison que qu'ils faisaient quand ils étaient actifs. Ah ouais. Et cette première maison, qui est à réhabiliter, Hmm. rénover, elle va être vendue à des jeunes qui eux, vont la retaper, par exemple. Et Exactement. donc, Ouais. sur ces 6000 maisons, progressivement, en 5 ans, on a travaillé avec 600 personnes. Donc, ça fait D'accord. 10% de la population. Euh, Dans une maison sur 10, quelque part, les gens, à un moment, sont venus rencontrer nos équipes pour réfléchir, modéliser, dessiner, imaginer, chiffrer. Et pour un certain nombre d'entre eux, se déclencher et engager le projet. Donc, en 5 ans, on a fait sortir 250 projets qui ont été Dix jusqu'au permis de pour construire. cent de la population de Périgueux. 10% des ménages qui habitent les maisons. Donc vous avez 6000 Waouh. maisons. Il y a des gens qui habitent en C'est énorme. appartement aussi. Hmm. Ouais, ouais, 10%, ça veut dire que dans toutes les rues de Périgueux, dans toutes les rues, vous avez des maisons Ouais. vivantes à discuter avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 propriétaires. Et donc ça veut dire qu'à un moment, vous avez toute la ville, tous les quartiers de faubourg, tous les quartiers plutôt périphériques, hein, c'est là que sont les maisons dans Périgueux, Ouais. qui ont commencé à réfléchir donc vous avez des voisins qui en parlent entre eux, des voisins même qui peuvent Bien sûr. mutualiser un accès, une allée par exemple. Hmm. Et donc on arrive à secouer un peu comme ça des tissus résidentiels qui sont peu denses, dans lesquels des gens attendaient quoi, quelque part. Eh ouais. Et on attend. Sans peut-être même l'avoir formalisé, mais c'est grâce à vous que vous avez peut-être permis de mettre des mots sur un besoin qui n'était pas forcément identifié. Donc 10% se posent la question, c'est ça? Sur cette... 10% sont prêts à venir Viennent vous voir. travailler avec nos équipes Et et derrière, ça a débouché sur quoi? donc Ou c'est en sur cours, peut-être? Mais- tous ceux qui réfléchissent, qui dessinent, on transforme depuis quelques années, on transforme un sur trois. D'accord. Euh, donc on a abouti à 250 projets de logement autorisés. Ensuite, il vous C'est faut une génial. autorisation d'urbanisme, il vous faut un permis de construire, une Ouais. déclaration préalable de division pour vendre un terrain. Donc ensuite, vous en avez la moitié là qui sont construits, dont le chantier a commencé, une autre moitié dont les projets vont commencer dans les mois qui viennent. Donc 250 logements. Personne n'a dû acheter de terrain, Hmm. pas d'aménagement. On est sur des voiries, des réseaux, des espaces publics qui existent déjà. Ouais. C'est dispersé dans tous les quartiers. Et le but, c'est que des familles, des nouveaux ménages arrivent un petit peu partout, viennent refaire vivre des Ah quartiers ouais. qui étaient pas Et endormis, puis mais qui évoluaient de qui façon commençait à lente. souffrir. Ouais, et puis Ouais. le commerce de la boulangerie du coin, la boucherie du coin, ils vont à nouveau pouvoir faire leur job, quoi. Alors c'est Et vrai que dans c'est... les villes moyennes comme Périgueux, Périgueux c'est 30 000 habitants, euh, il y a beaucoup de villes, hein, il y a des centaines de villes comme ça en France qui ont des centres-villes dans lesquels les commerçants ont des difficultés, qui sont en concurrence avec les zones d'activité, les grandes surfaces qui sont à Eh ouais, l'extérieur. Refaire venir des familles, mais aussi permettre à des personnes âgées de rester, faire leur vieux jour dans la commune, dans leur quartier. mm, Euh, Tout ça, c'est une façon de soutenir par la présence et par la densité du centre-ville mm, le tissu commercial local. bien sûr. Donc c'est clair que l'offre de logement, c'est un des leviers forts pour soutenir le commerce. Ouais, ouais.
On va faire, enfin, je vais pas déborder sur la deuxième partie et trop anticiper, mais moi j'y vis dans ces villes de région et j'ai grandi dans un village à côté de Marseille et j'ai vu sortir ces zones de rond-point là et puisque de toute façon tu faisais tout en bagnole comme tu le disais, ben, autant s'arrêter sur un parking, acheter le pain, la viande ou que sais-je et repartir vite après se garer dans la maison. Ouais et ce qui a tué les centres-villes historiques. Et ça, je lis pas mal sur ces sujets-là. Il y a des écrits de Jérôme Fourquet ou de Guy Louis, qui sont peut-être, alors toi, je sais que tu as une formation plus PhD, mais je sais pas si c'est des choses que tu lis, mais qui mettent bien en évidence cette France périphérique, cette France des ronds-points, cette France qu'on a vu d'ailleurs même après sur les gilets jaunes, quoi. C'est En fait, c'est une forme d'urbanisme qui s'est développée, qui a beaucoup plu aux gens. Je pense que les gens qui ont fait bâtir leur maison dans un lotissement, à Mm, l'extérieur d'un village ou à l'extérieur d'une ville, ils ont accompli une forme de rêve. La maison individuelle, l'accès à la propriété, à des prix relativement abordables. mm, Ils ont fait grandir leur foyer, leurs enfants, leur famille. Tout ça, ça a été rendu possible par de l'énergie peu chère. Voilà. mm. Et le plaisir, parce qu'au début, c'était quand même un plaisir de prendre sa voiture pour aller. Ouais. Pour rouler, c'était une forme de liberté, des choses nouvelles. Sans jugement, tout ça, ça a urbanisé des surfaces assez importantes autour des Mm, villes, autour des villages. Aujourd'hui, moi, j'y vois quelque chose de positif, c'est-à-dire tout ce qui a été urbanisé, partout là où des voiries, des réseaux, de mm, l'éclairage public ont été installés, ben, quelque part, c'est un potentiel pour continuer à produire la ville de demain. mhm, Tout ça, ça a été financé dans des époques où les finances publiques étaient très bonnes. Euh, la France aussi s'est développée, a étalé ses villages et ses villes à des moments de son histoire où l'économie a bien fonctionné. mhm, Et donc là, dans les années qui viennent, on a vraiment un potentiel qui est immense à partir de cette première couche d'urbanisation. Quand vous avez des terrains qui font 800 000 mètres carrés en moyenne en France, que 37% des Français vous disent qu'un jardin de moins de 250 mètres carrés, c'est ce qu'ils préféraient. Vous mhm. n'avez plus que 8% des Français qui rêveraient d'un terrain de plus de 1000 mètres carrés. Ça veut dire qu'à 250 mètres carrés, vous voyez, sur un terrain de 800, ben vous en avez un de 250, un autre de 250, Mm, et il vous mm. reste encore 300 mètres carrés pour la maison existante. Donc ça vous laisse imaginer le potentiel immense qu'on a pour continuer à produire des maisons, puisqu'apparemment c'est quand même ce que les gens C'est ça, en fait ouais. souhaitent. Mm, Euh, il y avait un peu l'espoir à un moment que tout le monde accepte d'aller vivre en appartement en centre-ville. Mais je pense que le Covid, la crise sanitaire, ouais. a montré que l'aspiration des Français pour la maison et le jardin, l'espace extérieur, Mm, elle a toujours été là et ça s'est exprimé de façon assez nette et assez forte pendant la crise sanitaire et après. mm, Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur poursuivre, voire augmenter la production de maisons individuelles en France, permettre à chacun d'avoir un jardin. Les gens n'ont pas des ambitions démesurées. 200, 250 mètres carrés de jardin, c'est largement faisable. mm. Surtout si tout ce qu'on a produit ces dernières décennies, ça faisait 600, 800, 1000 ou 1500 mètres Ouais, carrés, quoi. bah ouais. Et puis en plus, ça t'évite les AG de copro, ce qui est quand même catastrophique. La copro, c'est un sujet complexe, en effet. J'en ai fait une, je m'étais juré de plus jamais en faire. Du coup, pour revenir à vous, à comment vous créez ça, une fois que le besoin est identifié, qu'est-ce que vous déclenchez? Je sais que vous avez plusieurs types d'offres avec des acronymes. Comment ça marche? Donc déjà, chaque projet est sur mesure. C'est-à-dire que si Mhm. vous déménagez dans votre rez-de-chaussée, vous faites des travaux. Vous louez l'étage, vous financez les travaux en vendant un terrain, par exemple. Ou alors vous vendez tout et puis vous déménagez dans votre jardin. Vous vendez tout, vous achetez un terrain à bâtir qui appartient à votre voisin. Ouais. En fait, chaque projet est différent. Ce sont les particuliers qui vont le porter. Donc Mhm. il y a pas d'intervention de la collectivité, ni de nous. Le maître d'ouvrage, c'est le particulier. Il va faire appel à des professionnels de la construction locale. D'accord. Nous, on va apporter l'ingénierie, le savoir-faire pour regarder ce qui est possible, modéliser non seulement d'un point de vue réglementaire, architectural, mais aussi d'un point de vue financier, du point de vue du montage. Est-ce que Mhm. ça tient? Est-ce qu'avec la capacité de financement qu'ils ont,
des compléments par de l'emprunt, peut-être un peu d'organisation familiale, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui ont 70, 80 ans, Mhm. réemprunter, ça devient complexe. Donc à un moment, les Mhm. enfants vont rentrer dans la boucle du projet. Ouais. Va se poser la question de la transmission du patrimoine en même temps. Mhm. Mhm. Donc parfois, la maison de la grand-mère de plein pied dans le jardin, elle est construite par la SCI familiale. Et Ouais. en même temps, vous avez la transmission qui est pensée à travers l'opération. Mhm. Donc tous ces projets sont sur mesure. Euh, Nous, on apporte, quand il faut résoudre un problème de conception architecturale et dessiner, on dessine. Quand il faut trouver le bon montage financier, en fait, on fait des tableaux Excel et on regarde avec les aides publiques qui existent pour des travaux de Mhm. rénovation, avec de l'emprunt bancaire, ce qu'on peut faire. Quand il faut trouver des solutions avec l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on est Mhm. dans un périmètre protégé, on va aller créer des options pour étudier ce qui conviendrait le mieux. Donc on est vraiment à la fois coach et copilote des Mhm. projets. On fait pas la maîtrise d'ouvrage, ce sont les particuliers qui vont le faire eux-mêmes, c'est la vertu du modèle économique. Ouais. Et la maîtrise d'œuvre, elle va être confiée ensuite à un constructeur, un D'accord. maître d'œuvre ou un architecte local qui va ensuite suivre le chantier jusqu'à la livraison. Très clair. Ok. Donc maître d'ouvrage, pour ceux qui sont pas familiers, c'est celui qui détient le chantier, c'est le proprio. Et le maître d'œuvre, c'est souvent l'architecte, celui Voilà. qui dessine et qui suit le chantier. Donc on est dans un modèle où le maître d'ouvrage, on fait en sorte que ça reste l'habitant. Mhm. Donc il va bosser un peu, c'est-à-dire faire construire. C'est pas de tout repos, ça, c'est un peu d'investissement, il va falloir Mhm. suivre. Le maître d'œuvre est là pour assister le maître d'ouvrage Ouais. dans tout ce travail. Nous, on va accompagner de façon globale aussi tous ces particuliers pour qu'ils y arrivent. Mais globalement, en fait, quand c'est eux qui font la maîtrise d'ouvrage, on va faire des économies assez fortes sur la production de logement par rapport à la situation où c'est un promoteur qui le fait. Mhm. Le promoteur, son travail, c'est de faire lui-même, c'est-à-dire de trouver des fonciers, de Ouais. construire et de commercialiser. Ensuite, il y a des gens qui vont vivre dans le logement. Donc, il va faire lui-même, il va porter les opérations, faire la maîtrise d'ouvrage des travaux, il va être propriétaire des biens le temps de l'opération et ensuite il va transmettre les appartements neufs, les logements Mhm. neufs qu'il a produits à des futurs acquéreurs. Ce modèle-là de production de la ville, il a beaucoup d'avantages. Bah, déjà, le promoteur, c'est un professionnel. Mhm. Euh, il peut développer des projets de taille relativement importante. Par contre, le point clé, c'est que la maîtrise d'ouvrage déléguée, donc le travail de promotion immobilière, il coûte Mhm. relativement cher sur le prix de sortie du logement à la fin. Mhm. Euh, un logement, ça vaut aujourd'hui 2 000-2 500 euros en coût de construction. Les prix ont monté, Ouais. en plus de la valeur du terrain. Quand c'est un promoteur qui opère, en fait, il faut rajouter 800 à 1 000 euros par mètre carré construit, en fait, D'accord. pour que le promoteur il puisse faire son travail de maître d'ouvrage délégué, de Mhm. portage de l'opération, etc., etc. Euh, le fait de passer par des micro-opérations qui sont portées par les habitants eux-mêmes, c'est une des voies principales aujourd'hui et dans les années qui viennent pour produire du logement abordable en France. D'accord. Et c'est en train de devenir un sujet, parce qu'on a le foncier qui devient rare et cher, les matériaux qui ont monté, les Mhm. normes qui s'imposent à la construction, les normes environnementales bah, ont plutôt tendance à faire monter les coûts de construction également. Ouais. Donc on va avoir un vrai sujet dans les années à venir qui est qu'est-ce que les Français sont capables de se payer en termes de logement, que ce Ouais. soit Donc en locatif schématiquement, ou en accession. Voilà. ce que tu dis, c'est que du neuf qui sort par un promoteur peut jamais sortir à moins de 3 500 € du mètre. Entre les 2 500 déjà de coûts de Non. construction, plus les 1 000 balles qu'il a besoin pour faire son job. Ouais. Donc ça sort jamais en dessous de Ouais. ça. Au-delà du fait alors, artificialiser des sols, tu peux plus, mais Mm. d'aller vraiment grignoter des grosses parcelles, sinon ils savent pas faire leur job. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Ouais, Je pense ouais, qu'il y a, en France, il y a quasiment plus d'opérations de promotion aujourd'hui qui sortent à moins de 4 000. ouais, ouais, ouais. Le 4 000 euros du mètre carré, ça veut dire 400 000 euros pour un logement de 100 mètres carrés familial. Hmm, Le budget médian des Français aujourd'hui, il est plutôt autour de 250 000 euros pour un logement familial, ouais. à 2 500 euros du mètre. Donc il est pas très au-dessus du coût de la construction dans sa configuration actuelle en Hmm, 2023. hmm, hmm. Donc ça veut dire qu'il nous reste des marges de manœuvre. Quand je dis nous, c'est la collectivité et les professionnels de l'aménagement. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre si on veut réussir à faire en sorte qu'il y ait
une partie significative de la population française qui continue d'accéder à la propriété, il va falloir qu'on change de filière. La promotion immobilière, on s'en est beaucoup servi ces dernières décennies. Elle a plutôt besoin de grands fonciers. Euh, Hmm. donc ça a bien fonctionné avec l'étalement urbain, l'extension urbaine. On a fait des quartiers neufs, en fait. On a fait des villes Ouais. nouvelles. Euh, Aujourd'hui, s'il faut construire dans la ville existante ou dans les villages, les opportunités qu'on va avoir foncières, elles sont petites. Ce sont des jardins, ou ce sont des petites dents creuses. Hmm. Donc, ça correspond bien aussi à ce que sont capables de faire les particuliers, qui sont plutôt des gens qui vont produire un logement par un logement, sans Mhm. promotion, et qui vont le faire à des coûts moindres quelque part. Alors, Ouais, par contre, il faut hyper bosser un peu, compétitif. parce que Ouais. faire construire, c'est du boulot. Je pense Hmm. que c'est récupérer un logement clé en main, bien fait, sans problème de finition, c'est agréable. Maintenant, faire bâtir, je pense que il y en a qui en font des projets de vie. Euh, Ouais. il y en a qui vont s'investir aussi un peu dans le projet, qui vont faire un peu de finition eux-mêmes. Hmm. L'industrie de la construction, elle a quand même fait des progrès assez dingues qui permettent aux gens de faire tout un tas de choses eux-mêmes à la fin. Ouais. Et donc, vous avez des gens, certains sont aux 35 heures, quelque part, ils ont plus de temps que de moyens Mhm. financiers pour financer leur projet. Ouais, Et c'est donc, là, ils valorisent leur temps. Ouais. ils vont valoriser leur temps, ils vont se faire plaisir, ils vont faire du sur-mesure, et puis voilà, Mhm. ils vont travailler sur leur habitat. Qui te paye, toi? Comment tu gagnes ta Donc, vie là-dedans? dans la configuration que je vous ai décrite à Périgueux, c'est la ville. Donc, la ville, elle Mhm. achète des logements réalisés, elle nous paye au résultat. Hmm. À chaque logement qui se construit dans un jardin, à Périgueux, correspondait une rémunération pour ville vivante. Donc, on est un D'accord. opérateur dans le sens où la ville de Périgueux nous achète des logements. Simplement, c'est pas nous qui opérons, on n'achète pas de terrain, on fait pas construire, ce Hmm. sont les particuliers qui le font. Mais au moment où on constate que le projet est autorisé, que les travaux ont commencé, que les travaux se sont achevés, en fait, c'est là qu'interviennent les cliquets de rémunération de vie vivante. D'accord. Donc toi, t'es payé quand il y a un PV de réception qui est signé pour X Voilà, logements dans le je suis payé à jardin, différents. Voilà, je suis payé une première hein, partie quand le permis de construire est autorisé, autorisé. une partie quand les travaux commencent et une partie Hmm. quand les travaux s'achèvent. D'accord. Et en fonction du nombre de logements que tu arrives à créer, la ville te paye du coup. Exactement. Ok. Cool. Et de son côté, le proprio, lui fait son deal. Enfin, le nouveau proprio fait le deal avec l'ancien proprio, enfin en tout cas celui qui vend le bout de jardin et fait sa maîtrise Exactement. d'ouvrage. Ok. Ensuite, tout le monde mène son projet. Quelque part, la collectivité, elle se mêle assez peu des projets des particuliers. Elle fait que financer le Hmm. service que nous on délivre. Donc, elle paye une intelligence. Et Ouais. cette intelligence, on la Voilà, déploie dans tous les c'est ça, la quartiers, externalisée de l'intelligence, quoi. etc. Les habitants, par des actions de com, ils voient que cette intelligence, elle est là, elle est disponible, elle est accessible, elle est gratuite. Hmm. Hmm. S'ils ont un projet, ils la saisissent. Grâce à nous, ça rend faisable, on accélère, on trouve les bonnes solutions, les bonnes options, on les aide à prendre des décisions. C'est ça un peu la Hmm. Hmm. clé. C'est franchement pas facile de prendre des décisions dans ce registre. C'est des décisions qui se prennent à plusieurs. Hmm. La visualisation en 3D, ça aide. La faisabilité réglementaire avant l'instruction, ça aide aussi. Ouais. Euh, enfin, trouver les éléments de langage pour bien discuter avec sa banque, ça aide aussi. Voilà. Aujourd'hui, Mhm. il y a Mhm. tout un tas d'obstacles qui se présentent à vous quand vous avez envie de faire un projet, notamment en construction sur un terrain déjà bâti, c'est délicat. Nous, Ouais. on est là pour abattre ces obstacles et trouver les solutions qui motivent les gens. Mais souvent, l'obstacle aussi, c'est le temps administratif. Parce que s'il faut réviser un PLU, ça prend des mois et des mois. Ou en tout cas assez souvent. Est-ce que du fait d'avoir des communes qui sont déjà proactives là-dedans et engagées là-dedans, ça permet d'aller plus vite? Parce que c'est un problème pour les habitants, mais c'est un problème pour toi aussi, j'imagine, en tant que chef d'entreprise. Oui, un PLU, ça prend 1 an à 2 ans pour des petites modifications, 3, Ouais, 4, 5, 6 ans pour des révisions plus plus importantes. lourde. Ce qui semble Euh, incroyable quand nous, t'es pas dans le secteur, hein. c'est incroyable, mais vous avez voilà, tout un tas de précautions qui sont prises, la population qui est concertée, des études d'impact qui sont réalisées, notamment des études environnementales. Hmm. Donc c'est le temps que prend le niveau de qualité que s'impose le droit français pour aménager son territoire. C'est vrai que c'est lent. À Périgueux, on a commencé l'accompagnement
des habitants sans avoir attendu que le PLU soit modifié. Il y avait déjà des possibilités. Mhm. Dans tous les territoires de France, en l'état actuel des réglementations d'urbanisme, il y a des possibilités. Ouais. Tu me demandais quel était notre modèle économique. Là, je te décris notre modèle B2B2C, c'est-à-dire que Mhm. il y a des territoires qui sont prêts à engager des démarches de densification douce. Ils nous mandatent, on crée ce service. Donc, je t'ai cité Périgueux. Le deuxième territoire qui a lancé ce service, c'est la communauté urbaine du Creux de Monceau en Bourgogne. Ouais. On a lancé une troisième opération dans les Vosges. Et puis aujourd'hui, depuis, il y en a d'autres qui ont commencé. Il y en a une qui se déroule à Morlaix Communauté, en Bretagne, au pays de Vitré, Vitré Communauté, dans le centre de Valenciennes, par exemple. Donc il y D'accord. a des territoires comme ça qui sont dans des configurations euh, où pour eux, mettre en place et financer cette intelligence et la mettre à disposition de tous leurs habitants, ça va dans leurs intérêts, ça va dans l'intérêt de la rénovation du centre-ville, ça Mhm. va dans l'intérêt de l'accueil de familles dans un territoire où ils ont du mal à le faire via d'autres possibilités. On est dans tous ces territoires, dans des territoires qui sont soit détendus, je pense aux Vosges, Mhm. soit moyennement tendus, je pense Mhm. à Morlaix par exemple, Ouais. ou Valenciennes. Euh, dans les territoires dans lesquels la pression est plus importante, je pense aux grandes métropoles françaises, donc on va C'était ma prendre Lyon, question, ouais. Est-ce qu'on arrive à le Bordeaux, dupliquer sur des grandes villes, du coup? sur des territoires qui sont littoraux. euh, la configuration politique est un peu plus complexe, dans la Mhm. mesure où, alors ces territoires ont les mêmes besoins, les mêmes difficultés, c'est-à-dire que dans le centre ou dans les secteurs recherchés, les familles ont du mal à venir parce que les prix sont plus Mhm. hauts. Faire bâtir en général, c'est toujours possible, mais plus loin, voilà, dans le Ouais. rural quelque part. Euh, mais malgré le fait que ces territoires ont les mêmes difficultés, ils n'ont pas la possibilité, en fait, d'engager de façon assumée et positive des programmes de densification, parce qu'il y a un certain nombre, une part significative de leurs habitants, en fait, qui sont réfractaires. Ils sont Mhm. réfractaires parce que, donc je vais prendre un cas pratique, à Bordeaux, vous avez la ville-centre, qui est relativement Mhm. dense, où il n'y a Mhm. plus beaucoup de possibilités de ce type-là. Et puis, de façon mitoyenne à Bordeaux, vous avez Mérignac, la Mhm. deuxième ville de Gironde, 72 000 habitants, vous avez Pessac, 60 000 habitants, vous avez Bouscat, vous avez Talence, donc vraiment les villes de première couronne qui ont un potentiel vraiment important en densification douce, beaucoup de maisons individuelles construites sur des parcelles de 500, 600, 800. Euh, mais une position dans l'agglomération qui fait que on est aux portes de Bordeaux, vous avez le tramway qui passe, les valeurs immobilières sont plutôt élevées. Mhm. Des gens qui ont acheté ces dernières années ont acheté à un prix relativement important. Et finalement, ces personnes se mettent à faire pression sur les élus locaux pour qu'on ne construise plus et pour que le cadre de vie qu'ils ont acheté en achetant leur maison, en Mhm. fait, se maintienne dans l'état. Donc vous avez même un peu un syndrome du dernier arrivé. C'est souvent les gens qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont payé un peu plus cher que les autres leurs biens, sont peut-être les premiers à résister un petit peu aux évolutions. Ouais. Et globalement, on observe ça un peu partout en France. Première couronne de Lyon, première couronne de Bordeaux, et c'est vrai également dans les autres métropoles françaises. Euh, on a plutôt un équilibre politique qui n'est pas favorable à ça, et donc des élus qui, quand ils rédigent leur règlement d'urbanisme, sous la pression de leurs administrés, ont plutôt Mhm. tendance à réduire les possibilités de construire. Donc vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, qui achètent des maisons de 80 mètres carrés à Mérignac, qui aimeraient bien faire une extension pour Ouais. faire une chambre supplémentaire, agrandir Mhm. le salon, ou faire une cuisine un peu plus généreuse, et en Mhm. fait, qui vont se retrouver avec des règles qui vont pas leur permettre T'as tout de figé, ouais. passer de 80 mètres carrés à 100 mètres carrés, alors qu'ils ont acheté euh, 400 Un 000 grand terrain. euros. Mhm. Oui, un terrain qui est relativement grand, qui Mhm. permettrait un bien qui est relativement cher, qui est pas très loin du tramway, qui vient desservi, qui est en plein cœur de l'agglomération de Bordeaux, en fait, Mhm. mais qui a des possibilités d'évolution qui sont figées parce que, euh, parce que le climat politique, il est configuré comme ça. Dans ces territoires-là, en attendant que les collectivités retrouvent une configuration politique où elles vont pouvoir assumer des programmes de densification, je pense que ça va venir, et ça va venir avec les nouvelles réglementations,
Mhm. Et avec une forme de prise de conscience, on va se rendre compte qu'il faut bien qu'on produise des logements quelque part pour que Bah les oui, bien employés se sûr. logent, pour que les entreprises puissent embaucher. Donc je pense que ça va venir. En attendant, on a créé un service B2C directement, où c'est des D'accord. particuliers qui nous sollicitent, Ouais. qui financent notre service directement. Donc on est toujours payé au résultat. Et Mhm. c'est l'acheteur du terrain issu de la division, en fait, qui va payer notre service au moment où il va Ok. acheter le terrain, en fait. Voilà. Et Ouais. l'obtention du permis de construire, euh, qui sera le résultat, le fruit de notre travail, en fait, et qui sera associé à la vente du terrain. Elle sera financée dans la vente du terrain. Les dents creuses, les surélévations, c'est des bonnes pistes pour ces grandes villes? Tout à fait. Moi, jusqu'ici, je t'ai décrit le scénario le plus simple, c'est de construire Hmm. une deuxième maison dans un jardin. Jardin? C'est comme ça qu'on est parti à Périgueux. Au bout de 5 ans, en fait, la moitié des projets, c'était de ce type-là. Donc, nous, on appelle ça du C'était ville BIMBY, vivante. du Ah, Build ok. in My Backyard. On Ouais. construit une maison dans mon jardin. Ce qui n'est pas le NIMBY, Euh, du coup. ce qui est l'inverse C'est du NIMBY. Not in My not in. Backyard, Voilà. Surtout pas chez moi, ou en tout cas, pas chez enfin, chez mon moi, ça voisin. veut Faut dire, pas que je le vois pas, quoi. Hmm. oui, alors, ça décrit plein de choses. Ça peut être, Hmm. une station de bus, en fait, c'est toujours pratique, pas très loin de chez soi, mais il faut pas qu'elle soit pile devant votre porte. Ouais. Ouais. Euh, la station d'épuration, vous en avez besoin, mais il faut pas qu'elle soit trop proche de chez vous. Donc, le Ouais. NIMBY, ça décrit un principe qui est que très souvent, il y a des infrastructures ou des choses d'intérêt général Hmm. qui sont admises, mais si elles pouvaient ne pas s'installer juste à côté de chez vous, c'est mieux. C'est mieux. Le BIMBY, il décrit l'inverse. Build in my backyard, c'est que dans le fond, j'ai un intérêt personnel, dans le fond de mon jardin, sur le côté de ma maison, Hmm. à valoriser un droit à bâtir. Et l'intérêt général se rejoint aussi, puisqu'on va construire une maison sur une infrastructure qui est déjà là, Ah des oui. voiries, des réseaux qui sont déjà construits, sur Hmm. lesquels il n'y a plus qu'à se brancher. Donc ça, c'est nos premières idées, elles étaient là, et en fait, en mettant à disposition de tous les habitants de Périgueux ce service, il y a aussi des gens du centre-ville, propriétaires d'immeubles, en copropriété ou en Hmm. monopropriété, qui sont venus prendre cette intelligence qui était dédiée à la division parcellaire Hmm. et à la construction de la deuxième maison, et qui s'en sont servis pour reconfigurer des immeubles, pour créer des terrasses, pour revoir de la distribution, fusionner les Hmm. appartements, faire de l'appartement familial en duplex, avec Mhm. terrasse par exemple, ou grand balcon, apporter de la lumière. Et donc, dans le fond, on a commencé à faire autre chose que du BIMBY. C'est de la reconfiguration, surélévation, extension Mhm. de bâtiments existants. La plupart des appartements, alors tout à l'heure je te parlais des maisons, qui sont des maisons familiales, Mhm. grandes, pour beaucoup habitées par des personnes âgées, parfois qui sont seules. Donc on voit bien Hmm. qu'il y a une forme d'inadaptation entre Hmm. l'objet maison familiale et vivre seul dedans. Surtout une maison à étage si on est une personne âgée. Mais dans le monde des appartements, on a le même sujet, c'est-à-dire que en fait, Hmm. il y a 20 millions de maisons individuelles en France, une grande partie qui sont pas habitées par des familles. Dans une maison sur trois, c'est une personne seule qui vit. Et puis Ouais. vous avez 16 millions d'appartements. Et les 16 millions d'appartements, est-ce qu'ils sont bien tels quels? Est-ce qu'il suffirait juste de les isoler et pour que la facture énergétique soit moins forte, pour que tout soit le mieux dans le meilleur des mondes? Mhm. En fait, non, mais les appartements, ils vont pas. On l'a vu pendant le Covid, ils sont pas assez lumineux. Ils ont pas de balcon, ils ont pas de terrasse. Les pièces sont trop petites. Donc, on n'est pas que sur des sujets de performance énergétique et de facture. On est sur des vrais sujets que ces appartements en centre-ville, ils font pas rêver. Les gens préfèrent des maisons, c'est aussi parce que ces appartements, ils sont anciens. Mhm. Les fenêtres sont petites. Euh, Ils sont difficiles d'accès pour certains. Donc il y a un vrai travail aussi de d'engager des travaux de transformation et de reconfiguration de ces appartements. Donc il y a un certain nombre de particuliers qui sollicitent nos services pour faire ça. Je te parlais tout à l'heure de Valenciennes. C'est une ville qui a missionné Vie Vivante uniquement sur ce sujet-là, D'accord. dans son cœur de ville. C'est-à-dire vraiment dans les endroits où la ville est le plus dense, où c'est compliqué de se stationner en voiture. Certains accès à des étages au-dessus des commerces sont compliqués également parce que vous avez la surface commerciale au rez-de-chaussée qui Mhm. prend tout l'espace possible. Mhm. Vous avez des contraintes patrimoniales fortes, des niveaux de densité qui sont très élevés et forcément un taux de vacances qui est important, quoi. Donc c'est un deuxième produit qu'on a ouvert à côté, lancé à côté de celui
du BIMBY, qui est le Bounty. D'accord. Bounty, ça veut dire tisser, reconfigurer en hindi. Voilà. Mhm. Il y a une sonorité qui fait que c'est le petit cousin du BIMBY. Euh, Mhm. on arrive en mettant simplement de l'intelligence, de la conception, à faire des effets de levier assez importants, où quand la collectivité met 1 euro de matière grise dans Ville Vivante, on arrive à déclencher 10, 15, 20 euros de travaux financés par des particuliers, propriétaires occupants ou des propriétaires qui louent, bailleurs, et qui vont, grâce à nous, euh, définir des options réglementairement viables, Mhm. architecturalement intéressantes et financièrement viables. En fait, les villes sont des marchés immobiliers. Euh, il y a une bonne partie des biens qui ne sont pas tout à fait adaptés à la demande, voire qui sont franchement déconnectés de la demande d'aujourd'hui. Ouais, Imaginez ce que chaque bien peut devenir, comment il peut être reconfiguré, comment ses caractéristiques peuvent évoluer pour se rapprocher de la demande, c'est créer de la valeur immobilière. bien sûr. Et donc, dans le fond, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que si demain on veut rénover les centres-villes français, faire en sorte que les bâtiments soient mieux isolés, euh, Mm. c'est peut-être pas la peine que l'État finance 50% des travaux de tous les chantiers de rénovation en France. Déjà, on ne pourra pas. Mm. Ça va être lent. Ensuite, dès que la puissance publique elle finance des travaux, bah, il faut contrôler ce qui est fait. Donc Mm. ça déclenche des procédures administratives incroyables Mm. pour vérifier que ce qui a été fait est conforme avec ce qui était défini, pour définir des critères d'octroi des aides publiques, des critères de performance énergétique par exemple, etc. Et donc quand vous définissez des critères pour octroyer des aides publiques. Ensuite, il faut vérifier que ces critères ont été bien appliqués, Bien sûr. etc., etc. Donc, ça vous met dans une machinerie administrative parce que on veut financer des travaux. Nous, ce qu'on pense, c'est que finançons de l'intelligence. La puissance publique, elle peut financer de l'intelligence dans un certain nombre de territoires, dans beaucoup de territoires, y compris des marchés qui ne sont pas si tendus que ça. Il y a des opérations de transformation qui sont économiquement viables à l'intérieur du marché immobilier. Simplement, il faut les concevoir, il faut les définir, il faut mettre un peu d'intelligence pour imaginer les configurations techniques réalisables qui ont une valeur sur le marché immobilier, qui vont faire que pour un porteur de projet, un investisseur ou un futur ou un propriétaire occupant, quelqu'un qui veut le faire pour lui-même, en Mhm. fait, les travaux qu'il va engager vont être viables parce que ils vont avec les recettes, les recettes et la valorisation du bien, en fait, le porteur de projet va retomber sur ses pattes. Donc c'est Ça arrive qu'il y ait pas de solution. Parce que tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire sur le temps long. J'habite Marseille, une ville qui a été vraiment frappée par cet événement terrible d'immeubles qui se sont effondrés. Avec du coup, ça met le doigt depuis quelques années sur des immeubles dans un état pitoyable qui sont donc en arrêté de péril et très très peu de rénovations ont été lancées pour les raisons que tu viens d'évoquer principalement. Mais est-ce que ça arrive aussi qu'il n'y ait pas de solution? On te dit en fait l'état du bâti est tellement pourri que on ne trouve pas l'équation économique, on ne trouve pas le montage intelligent, on ne trouve pas les savoir-faire des professionnels pour rénover ce type d'habitat parce qu'en fait ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que c'est des promoteurs qui font du neuf. On s'était pas posé la question de la rénovation et donc aujourd'hui on se retrouve sans savoir-faire. Est-ce que c'est des vraies raisons? Alors, il y a plein de raisons, hein. Elles sont toutes, pour la plupart, elles sont artificielles. Alors, vous avez déjà des gens qui veulent rien faire. Donc parfois vous avez des problèmes de propriétaires, soit des gens qui sont pas là, Mhm. ou des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Euh, Ça c'est une première catégorie. Si la puissance publique peut prendre la main dans ces cas-là, c'est très bien. Ouais. Ensuite, vous avez des secteurs où vous avez tellement de contraintes, y compris des contraintes de type patrimonial, où en fait vous avez le droit de rien faire Ça c'est parce que l'architecte des bâtiments de France qui disent touche pas, voilà, secteur il y a, protégé. alors c'est des choses qui évoluent. Nous on essaie vraiment de travailler très en amont Mhm. sur pas projet par projet simplement, mais même au niveau de la doctrine avec l'architecte des bâtiments de France. Comment on va intervenir sur des secteurs de façon assez massive. Mhm. On va viser la rénovation de plusieurs centaines de logements dans des périmètres qui sont pas très grands. Très très vite, on va rencontrer des dizaines de fois le même architecte des bâtiments de France. Donc on essaie de travailler en amont Mhm. pour penser une doctrine
de la préservation et de la valorisation d'un patrimoine, mais qui soit compatible avec le fait de dégager des possibilités Mhm. qui, elles, correspondent aux usages d'aujourd'hui et à la demande d'aujourd'hui. Donc ça, Ouais. c'est un sujet. Ensuite, je reviens sur le modèle économique. Euh, le... C'est vrai que pour des opérateurs professionnels, des promoteurs, d'acheter des bâtiments, de les rénover, pour les recommercialiser, c'est complexe, c'est presque plus cher que de produire du neuf. Et comme on est Exactement. sur un modèle économique avec une maîtrise d'ouvrage déléguée et des coûts, une technicité importante, ça fait quand même des conditions économiques d'intervention qui sont délicates. Dans Mhm. beaucoup de territoires, les opérateurs n'arrivent pas en fait à acheter des biens, les rénover, les recommercialiser. Mhm. Euh, Nous, on part vraiment du principe que passer par du particulier, donc des personnes qui ne sont pas professionnelles de l'immobilier, Mhm. et qui sont copropriétaires ou propriétaires d'un petit immeuble de 3, 4, 5, 10 logements, Mhm. et les aider à monter des projets euh, qui sont pas soumis aux mêmes contraintes, qui cherchent pas forcément à faire une marge, qui vont simplement chercher à faire des recettes qui permettent d'équilibrer en fait une Ouais, une opération opération. et Mhm. constituer un patrimoine. Vous avez des gens, nous on a travaillé sur une opération dans Épinal. Euh, il y a des gens qui sont, sont dans des logiques aussi à plus long terme. Quand vous êtes du coin, quand vous êtes de la ville, que vous avez Mhm. commencé à constituer un patrimoine, dans le fond, euh, l'habitant, le particulier, a des comptes, enfin, a une absence de, a moins de contraintes qu'un professionnel, Bien qui sûr. lui a un modèle économique serré, qui est même, on va dire, qui est complètement dépendant aussi des critères de financement de ses financeurs et Mhm. qui est sur un modèle standard en fait qui est compliqué à faire tourner aujourd'hui dans les états de dans le Bien système sûr. de valorisation aujourd'hui où les biens sont relativement chers, les travaux sont chers quoi. Et Mhm. donc est-ce qu'il y a des situations où il n'y a pas de solution techniquement d'un point de vue architectural et immobilier et économique? Je pense pas. Par contre, si vous avez un propriétaire qui est trop gourmand, qui survalorise son bien, ça peut bloquer. Si vous Mhm. avez des propriétaires qui ne savent pas se décider ou qui n'arrivent pas à se réunir pour prendre une décision, ça peut bloquer. Vous avez un architecte des bâtiments de France qui peut bloquer des choses. Mhm. Il y a le modèle économique de certains acteurs aussi qui peut ne pas tourner dans toutes les situations. Mais en France, y compris dans des territoires où, où les biens sont vraiment euh, peu recherché. Je pense, nous, on a mené des travaux à Nevers, par exemple. La Nièvre, c'est un département qui perd des habitants. Vous avez des appartements où vous pouvez faire l'acquisition pour 20, 30, 40 000 euros. Euh, en fait, dans chaque situation, il y a une forme de rationalité qui est possible. Les possibilités architecturales sont là. Il y a une demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un territoire en France où l'ensemble des demandes sont satisfaites. Il y a toujours, dans chaque territoire, des personnes âgées, des jeunes, des familles qui ne trouvent pas dans le territoire en question l'offre de logement en Mhm. fait qui leur correspond partout en France. Que vous soyez dans un territoire où il y a trop d'offres ou dans un territoire où il n'y a pas assez d'offres, il y a toujours cette inadéquation. Donc il y a toujours la possibilité de créer une valeur. Créer une valeur, c'est tout simplement partir d'un bien existant, voir ses problématiques, voir ce qui lui Mhm. manque pour le transformer en quelque chose qui correspond à la demande. Je te remercie parce que toi, là où tu vois de la valeur, d'autres voient des taxes. Et toi, où tu vois des solutions en disant on va créer de la valeur et donc on va dégager des marges de manœuvre financières pour financer des projets. Moi, j'ai déjà entendu des réflexes, je sais pas s'ils sont français, mais peut-être, en disant il y a des vieux qui bouffent des apparts trop grands, il va falloir qu'ils dégagent, c'est injuste, et c'est souvent le cas à Paris aussi. On va créer une taxe comme ça va les inciter à dégager. Et bravo d'avoir trouvé une autre solution que celle-ci, quoi. Après, je pense que sur le sujet de la fiscalité et de la taxe, euh, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Le, toutes les possibilités dont je parle, et la possibilité de créer de la valeur, elles sont toutes dépendantes du plan local d'urbanisme, finalement. Hmm, Vous avez une parcelle à Marseille, à Bordeaux ou à Paris, sa valeur, elle est complètement dépendante du nombre d'étages que vous avez le droit de construire. bien sûr. Donc à partir de là, c'est sûr que je pense qu'il faudra dans les 10-20 ans qui viennent qu'on réfléchisse globalement à la ville en tant qu'outil qui crée de la valeur. C'est-à-dire qu'une ville, c'est plein de fonctions qui sont rassemblées dans un même espace. Hmm,
Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, d'entreprises et d'organisations qui ont un intérêt à bénéficier de mètres carrés dans ces endroits-là. Euh, c'est quand même relatif, enfin, c'est pas normal non plus qu'une ville qui a une forme de planche à billets, puisque quand elle écrit son règlement d'urbanisme et quand tout Mhm. d'un coup elle autorise de monter à 2, 3, 4, 5 Mhm. étages de plus par rapport à la situation d'avant, tout d'un coup elle va complètement transformer la valeur d'une maison. Mhm. Une maison dans une zone qui était autorisée à rez-de-chaussée plus un étage, tout d'un coup vous autorisez 5 étages, sa valeur change. Bien Il y a une sûr. valeur immobilière qui a été créée en aérien voilà, sur ce Mhm. foncier. Cette valeur va s'actualiser par une opération immobilière. Donc, il y a une partie de la demande qui va être satisfaite. Il y a un opérateur qui va faire le transfert entre l'un et l'autre. Est-ce que, il faut que la collectivité trouve une façon de récupérer une partie de cette valeur immobilière créée? Je pense que oui. Mhm. Parce qu'ensuite, il faut financer des équipements, Bien parce qu'il sûr. faut aménager les espaces publics, parce Il que faut qu'il y ait les une gens école qui dans le arrivent, coin, il faut qu'il y ait... Bien les gens sûr. ont des attentes, voilà, tout simplement. Mhm. Et donc, je pense qu'on le paradigme où la ville bien pensée, bien architecturée, crée de la valeur, il faut l'appliquer de façon générale, y compris pour la collectivité, pour l'inciter à avoir un regard positif sur la construction, l'évolution, la transformation. Et le regard positif, c'est aussi une partie des recettes et des moyens financiers que la ville va pouvoir dégager à partir de ça pour Mhm. accompagner le développement, accompagner la croissance, accompagner l'accueil de nouvelles populations, quoi. Mhm. Donc, je pense que la question n'est pas qui se partage quelle part du gâteau. La question est plutôt que dans chaque situation, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Satisfaire des besoins, c'est ça que ça veut dire, créer de la valeur, c'est satisfaire des besoins qui ne sont pas satisfaits. Mhm. Ça va être fait partiellement par des actions de la collectivité sur les équipements, sur les écoles, sur le domaine public, et ça va être fait Mhm. partiellement par des opérateurs qui vont produire une offre de logement. Euh, Mhm. voilà, en fait, faut se mettre dans le même sens, je pense. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire quand tu as une vision, et c'est pas facile, hein, puisque les villes changent aussi, les besoins changent, et parfois les usages et les besoins évoluent plus vite que le temps administratif pour produire de la ville, donc parce que ça prend du temps. Mais si elle est bien pensée, je suis tout à fait d'accord avec toi que si on met les bonnes infrastructures, ça doit se financer. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire, bah, on a pas pensé la ville, on n'a pas pensé sa périphérie, et en correctif, on vient de taper sur ceux qui s'étaient payés pendant toute leur vie active un logement, et on vient les pointer du doigt aujourd'hui. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Tu as, pour continuer, tu as d'autres acronymes ou d'autres, est-ce que tu peux nous écrire? Je sais qu'il y a Bamba, ce qui est pas un joueur de foot chez toi, ou il y a Bramble, pareil, pas un joueur de foot anglais. C'est quoi, toi, chez toi? Alors, Bamba, c'est un concept qu'on est en train de développer pour la première fois à Clermont-Ferrand. On est en opération d'aménagement neuf cette fois. Donc jusqu'ici, je t'ai parlé de projets ponctuels initiés par des particuliers dans des Mhm. appartements ou des maisons Les dont maisons. ils étaient propriétaires, de façon diffuse et dispersée dans la ville. Ouais. Euh, cette même logique de faire de l'habitant le maître d'ouvrage de son projet, de faire porter le projet de création de logement, on est en train d'essayer de la transposer dans des opérations d'aménagement neuf. Donc là, on est à Clermont-Ferrand, dans un écoquartier qui se situe au nord de la ville, D'accord. qui est longé par le tramway, donc on n'est pas loin du terminus du tramway, dans le quartier nord. Euh, Aujourd'hui, classiquement, une opération d'aménagement, c'est la définition d'une trame fonctionnelle. Vous avez une école, le tramway qui arrive, des grands espaces publics, des espaces de jeu. Et puis au milieu de Mhm. tout ça, vous avez ce qu'on appelle des macro-lots qui sont définis, Mhm. qui sont destinés à être vendus à des promoteurs qui, eux, vont bâtir sur ces macro-lots et commercialiser des logements. Et donc, la plupart des opérations d'aménagement aujourd'hui s'organisent comme ça. Mhm. Définition d'équipement et d'un aménagement d'espace public, et puis quelques macro-lots qui sont construits et développés par les promoteurs. Et donc l'achat du foncier qui correspond à ces macro-lots, c'est elle qui va ensuite financer les aménagements publics. On a ici proposé à la ville de Clermont-Ferrand, sur certains des macro-lots, de ne pas les commercialiser à des promoteurs, mais de les proposer directement à des particuliers. D'accord. Donc
on a complété un certain nombre de voies et de dessertes pour faire en sorte qu'on puisse desservir des lots individuels. Au lieu de prédécouper des lots et de les commercialiser comme dans un lotissement classique, on a lancé un appel à porteurs de projets, donc à tous les habitants de la région clermontoise qui pourraient avoir envie de venir habiter ce quartier. Donc c'est les gens, au lieu de se positionner sur un lot qui n'est pas encore défini, sont Mhm. venus travailler avec nos équipes pour imaginer, concevoir leur projet de maison idéale dans ce quartier. Leur projet, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la construction. Donc on va regarder la surface qu'il leur faut, les coûts de construction d'aujourd'hui, quel maître d'œuvre ils vont pouvoir solliciter, quel budget ils vont mettre dans la construction maintenant, dans le terrain, et tout ça en dessinant en 3D, en temps réel, en chiffrant, et en les aidant à penser à un projet viable financièrement aujourd'hui Mhm. et sur mesure. Et au fur et à mesure de la définition de ces projets, les terrains vont être définis en fonction des projets des habitants et découpés sur mesure en fait en fonction de chaque projet. Et donc on va finir par produire des maisons villageoises, la plupart du temps qui seront collées les unes aux autres ou mitoyennes, D'accord. avec des implantations un peu différentes. Donc on va reproduire une forme de densité que d'habitude produisent les promoteurs, mais on va le Mhm. faire sans promotion immobilière, donc toujours avec l'intérêt économique que on va simplement payer le coût du terrain plus le coût de la Mhm. construction et le coût de notre accompagnement, et avec un bilan économique final qui sera vraiment meilleur que ce qui est capable de faire la promotion immobilière à Clermont-Ferrand. Et Ouais. donc, quand on fait ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, quand on leur met une capacité de conception sur mesure entre les mains, ils finissent par découper des lots de 150 mètres carrés, 180 mètres carrés, 200 Mhm. mètres carrés, parce qu'ils arrivent à visualiser en 3D ce que ça fait, parce qu'ils réfléchissent budget construction, budget terrain, et parce que en faisant du sur-mesure, on optimise, on organise les espaces et on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'espace perdu. Et donc tout ça dans une période où les financements sont compliqués, les coûts de Mhm. construction ont monté, euh, ça nous permet d'arriver à ficeler des projets qui vraiment auraient eu des difficultés de sortir autrement. On a, grâce à ça, une partie significative des gens qui sont dans ce projet, qui sont des locataires actuellement du parc social D'accord. Ok. et qui arrivent à des budgets de 180, 200, 250 000 euros à imaginer des projets de petites maisons sur tout terrain. Ah oui. Euh, des choses qui sont complètement impossibles à produire avec d'autres outils et dans d'autres filières. Hyper Donc, intéressant. Et en plus, ça libère du coup du parc social pour d'autres qui en ont encore plus besoin. exactement. Voilà. Ce qui On est arrive à un vrai produire sujet, quoi. un segment intermédiaire dans le parcours qui Mhm. n'existe pas vraiment, puisqu'on a de la promotion qui sort à 3 000, 3 500, 4 000 euros du mètre carré. Euh, Là, on vise le 2 500 euros en moyenne, Ah terrain oui. plus maison. Et du coup, tu te retrouves avec une zone de nouvelle, c'est une nouvelle zone pavillonnaire, mais cette fois-ci, chacun a sa petite maison, mais qui ressemble pas forcément à celle du voisin. Voilà, elles Et vont tu être recrées comme différentes. ça un nouveau quartier. Donc les infrastructures routières sont financées comment, tu disais? Donc, l'aménageur du quartier, c'est la ville. Ouais, C'est elle qui fait les voies, les espaces publics. d'accord. Et donc, c'est elle qui va commercialiser les lots. Nous, on est un peu le pilote de toute cette opération. D'accord, donc elle se rémunère Et sur le foncier en vendant les terrains. exactement. Ok, compris. Compris. Et ça marche pour du collectif aussi, parce que quand tu me disais ça, intuitivement, je pensais que ça allait être des immeubles avec plusieurs étages. Alors, les lots sont sur mesure. Donc, il y a un règlement de lotissement qui a été écrit pour que les projets soient harmonieux. Les Oui. projets vont être vendus aussi avec des clôtures qui seront avec les mêmes matériaux, des plantations. Mhm. Donc, il y a vraiment un soin qui est apporté à tout ça. Et dans ce règlement, on autorise les projets d'investisseurs. Donc, quelqu'un qui voudrait faire un petit immeuble de 5, 6, 7, 8 appartements à louer, il peut le Mhm. faire. C'est plutôt un quartier qui est destiné à des futurs propriétaires occupants, mais il y a des, des petits immeubles en forme de grandes maisons de ville qui sont possibles. Mhm. Il y a des projets d'habitat participatif aussi qui vont prendre des terrains sur mesure pour se Mhm. développer. Euh, Sur la question de l'immeuble, dès que vous faites un immeuble, c'est une promotion. Et donc on est sur une filière, sur une filière différente. Voilà. Ouais. Mais là, notre but est vraiment de tout mélanger. Donc il y aura quelques constructions collectives
qui seront mélangés avec les maisons. Voilà. Parce que quand tu me disais sur mesure, je me disais, tiens, et puisque tout le monde participe en amont, je pensais que tu allais me dire, ben, si on voit qu'il y a plein de musiciens, on pourra faire un immeuble de musiciens avec une salle dédiée pour faire de la Oui. musique, ou s'il y a plein de sportifs, etc. C'est pas ça que vous faites. Alors, on- il y a quelques projets qui vont être comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle, je sais pas si tu connais ça, l'habitat participatif en France. Mhm. C'est des familles, des ménages qui se regroupent et au lieu de construire chacun leur logement sur un terrain, ils achètent un terrain en commun et ils vont faire un programme Mm. collectif avec des espaces privés et des espaces partagés. Ouais, Voilà. Euh, c'est des projets qui sont pas faciles à monter, donc ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement parce que bah, faut que tout le monde se mette d'accord, Mm. que c'est des projets de taille plus importante puisque ça Ouais, finit forcément. c'est un immeuble, quoi. Un immeuble, c'est plus complexe à concevoir et à faire bâtir qu'une maison. Mhm. Et donc, c'est possible, c'est pas le plus simple, mais on se retrouve avec toutes les problématiques de la copro finalement. Sauf que là, Ouais. c'est dès l'amont du projet en phase conception. Euh, mais c'est des choses qui vont se développer. L'intérêt de faire une opération d'aménagement comme ça où les terrains sont sur mesure, c'est que si on a quelqu'un qui veut faire son logement et son local d'activité professionnelle, il va pouvoir le faire, il va pouvoir prendre un terrain un peu plus large. Ouais. Si on a quelqu'un qui veut faire sa maison plus une maison pour sa fille, donc Mm. des gens qui vont faire des projets un peu familiaux dans des réflexions sur l'âge, Mm. euh, l'alternative à la maison de retraite. Donc ils vont pouvoir aussi, bah voilà, en fait, faire des projets mixtes. Dans le fond, ne pas prédécouper les lots, plutôt mettre de l'intelligence pour aider les gens à définir les projets qui correspondraient à leurs besoins, et Mhm. ensuite découper les lots en fonction de ces projets. Mm. Ça ouvre quand même des possibilités qui sont vastes, Je vais pas et te on peut dire le faire du contraire. sur-mesure. Ouais. Voilà. Avec Newton Offices, nous on fait ça dans la verticalité pour les entreprises, dans les immeubles de bureaux. On garde des plateaux nus et on découpe et on aménage en fonction des besoins du client, donc qui sont souvent des grands Voilà. groupes. Ouais, On c'est le fait même exact, principe. c'est la même chose et en effet, tu te rends compte que bien sûr, on arrête de. Avant, les premières fois, on faisait tout en amont et puis on essayait peut-être de défaire parfois. Euh, Souvent, on se rend compte qu'on faisait trop, donc pour des raisons économiques et même écologiques, on fait plus a priori, on fait plutôt a posteriori avec eux, quoi. Et En puis sur on mesure. se rend compte que que le sur-mesure, en l'occurrence, dans les modèles dont je te parle, le sur-mesure, il va être moins cher Mm. qu'un projet de 15 logements identiques qui Eh ont oui. été produits par un promoteur. Parce que quand vous faites une opération d'habitat groupé, un promoteur, il fait 15 fois la même maison. Alors les deux maisons du bout sont un peu différentes parce qu'elles ont une position Mm. particulière dans la série. Mais toutes les maisons, les 13 maisons qui sont au milieu, bah, elles ont le même plan, elles ont les mêmes menuiseries, elles ont le même dessin. Et aujourd'hui, il y a quand même un décalage assez frontal entre cette culture du standard ou de la forme qui se répète à l'identique, qui est quelque chose qui vient quand même franchement du XXe siècle. Mm. Le Mm. côté industriel des choses, aujourd'hui on voit ça de façon un peu péjorative, mais ça l'a pas toujours été, hein. Au début Mhm. XXe siècle, les architectes se passionnaient pour l'ère Mm. industrielle et avaient envie d'imiter un peu le paradigme industriel qui était en train de se développer dans beaucoup de secteurs de l'économie. Donc on a voulu faire de l'architecture et de la ville comme on a fait des usines et des produits. Mhm. Aujourd'hui, clairement, la demande, elle est du côté de la personnalisation, du côté du sur-mesure. On a aussi des familles, des ménages, des habitants qui se sont diversifiés. Les segments réels du marché du logement, en fait, ils sont beaucoup plus diversifiés que ce que sont capables de produire les acteurs de Mhm. production du logement. Euh, alors, comme en promotion, comme on produit à l'avance et qu'on essaie de minimiser les risques, on tape un peu au milieu de la cible. À la fin, tous les Ouais. appartements sont pas en blanc. Mais quand vous procédez dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous partez de la demande, vous partez d'une famille réelle, d'un ménage réel, et Mm. vous imaginez le projet qui correspondrait à ses besoins, à ses désirs, à ses goûts, en fait, on découvre des choses qu'on ne voit pas dans la production standardisée, qui vient du fait qu'on produit à l'avance sans connaître les personnes pour lesquelles on va construire, quoi. Mhm. Et donc ça, c'est le paradigme d'hier. Il est relativement lourd, il est risqué. Les risques que prend un promoteur, ils correspondent justement à ce décalage potentiel entre ce qu'il va fabriquer et les demandes réelles des habitants. Quand on fait le chemin inverse,
On part de la demande est là. Au lieu de faire une grande opération, on fait beaucoup de micro-opérations. Chaque Mhm. micro-opération, elle est dérisquée, elle est, euh, elle est moins complexe, Mm. elle est plus Et tu as simple. déjà l'acquéreur Alors, final, parce que le risque du on promoteur, a, c'est est-ce que je vais vendre. Et là, tu as déjà la voilà, solution. on a l'acquéreur final. Euh, et puis, on a aussi des opérations qui sont autonomes financièrement. Mm. Donc, il y a quelque chose qui est dégroupé quelque part. Alors, ça ajoute d'autres difficultés, c'est-à-dire qu'on va gagner en risque, on va gagner en coût. Par contre, on va augmenter la complexité de l'opération. Mm. Un promoteur qui construit 100 logements, en une fois, il va déposer un permis de construire. Mm. Donc, ça va être une instruction de dossier, un chantier, une équipe de maîtrise d'œuvre. Si au lieu de faire un immeuble de 100 logements, je fais 100 projets Mm. de un logement, et c'est un peu ce qu'on va faire à Clermont-Ferrand, puisqu'il y a une centaine de lots, on va se retrouver avec 100 mètres d'ouvrage, sans permis de construire, sans instruction de permis de construire, Mm. sans chantier. Et donc, Et c'est comment là fait que la collectivité alors? Parce que ils sont en c'est là que général pas trop surstaffés. Enfin, ou ils sont voilà, peut-être surstaffés, mais c'est toujours compliqué. c'est là que Ville Vivante se propose ses services, c'est-à-dire qu'on va non D'accord. seulement proposer le concept du sur-mesure, de partir de la demande pour aménager, Mhm. mais on va aussi résoudre tous les problèmes que va poser ce modèle. Donc ce modèle, il a des vertus économiques. La ville va plutôt bien valoriser son foncier, même un peu mieux que ce qu'elle aurait valorisé avec des promoteurs. Les Mm. particuliers, eux, vont bâtir pour un coût final qui sera moindre, Mhm. vraiment inférieur à ce qu'ils auraient pu acheter en clé en main chez un promoteur. Euh, Ça, c'est grâce au modèle économique qui est plus Mm. serré. Et toute la difficulté logistique, en fait, c'est Vivante qui va l'organiser. Nous, c'est notre travailler avec des centaines de particuliers, d'habitants pour concevoir des projets, c'est notre métier. On sait faire, on sait organiser les choses. Voilà, c'est ça notre plus-value, quoi. Donc, Bravo. Mais du coup, tu as bon, instruit les permis aussi? Ou tu non, amènes un non, dossier de permis qui fait que, bon, bah, ils ont qu'à tamponner quasiment. voilà, bon, on organise les choses en amont. D'accord. Conception avec les particuliers. On triangule dès l'amont aussi avec la collectivité Mhm. euh, pour, euh, pour faire en sorte qu'en fait, les choses soient fluides, qu'on les pense en avant, qu'on les pense en avance, et qu'au moment où on doit instruire le dossier, en fait, on est déjà quasiment 80-90% des questions Qui qui aient aille. trouvé une réponse. Très bien. Bravo. Hyper intéressant. Du coup, c'est quoi ta boule de cristal pour les promoteurs immobiliers? Parce que je m'attendais pas à ça en discutant avec toi aujourd'hui, mais Euh, comme j'en connais beaucoup, il faut quand même que je prépare la réponse, là. je, alors, Vas-y. ce qui est sûr, c'est que, en fait, euh, je vais répondre en plusieurs parties. La première partie, c'est qu'on a un quatrième concept qui s'appelle le Bramble, Ouais. euh, qui est un outil qui répond, à mon avis, au problème principal auquel est confrontée la promotion immobilière aujourd'hui, qui est le problème de l'acceptabilité sociale. En fait, on ne pourra pas faire de la ville très dense sans promoteur. Donc, dès que tu montes en Mhm. étage, euh, et c'est le cas dès qu'on est en centre-ville, dans des cœurs métropolitains importants, on fait pas un cœur de métropole sans promotion immobilière parce que les immeubles sont hauts, ils sont complexes. C'est un métier de les faire construire. Donc, sans promotion immobilière, on ne peut pas faire vibrer le cœur des grands territoires français, de Marseille, de Bordeaux, de Lyon. Mhm. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est ce métier de la promotion immobilière, c'est lui qui a les clés de l'extrême cœur du territoire. Mhm. Par contre, ce qu'on observe, on l'a vu en 2014, et ça c'est devenu encore plus prononcé en 2020, c'est qu'il y a un certain ras-le-bol de la population euh, à propos des grands projets. Alors, Mhm. les grandes opérations d'aménagement où on a aménagé des quartiers entiers neufs, mais également le petit immeuble du coin de la rue où vous aviez, je sais pas moi, un ancien garage ou une ancienne petite maison qui se Mhm. transforme en immeuble de 3, 4, 5 Alors, plus étages. 3, ouais, ouais, un peu dégueu, ouais, un peu bof. Ça devient très compliqué Mm. aujourd'hui pour les élus de défendre ces projets. Euh, c'est très Surtout que bien complexe souvent, en fait. il y a pas les routes, il y a pas de routes supplémentaires, il y a pas de tramways supplémentaires en général dans ces coins-là. Voilà. Et
Et en fait, la promotion immobilière aujourd'hui, devant elle, elle se retrouve face à des contraintes économiques qui sont fortes, un pouvoir d'achat des acquéreurs Mm. qui est limité. Donc il y a vraiment un sujet économique. Le foncier, c'est euh, se- le coût élevé du foncier en centre-ville se rajoute à l'équation, donc ça devient très complexe économiquement, premièrement. Et deuxièmement, vous avez cette acceptabilité sociale qui n'est vraiment pas bonne, euh, alors que c'est un peu la clé du modèle économique, c'est-à-dire que globalement, dans un secteur qui est vraiment tendu, pour résoudre un modèle économique, il suffit d'autoriser plus d'étages. Sauf Mhm. qu'autoriser plus d'étages, plus de surface de plancher sur le même foncier, en fait, c'est en train de devenir littéralement impossible pour des raisons d'acceptabilité sociale. Euh, Il y a un vrai sujet de réflexion sur la densité populaire. En fait, quand tu Mhm. prends les centres-villes historiques de Lyon, de Bordeaux, de Bayonne ou de Paris, euh, aujourd'hui, ils sont valorisés. Le mètre carré à Paris, dans le centre, il a une valeur plus importante que dans des tissus d'habitat individuels qui sont quelques minutes après le périphérique parisien. Ouais. Dans toutes les grandes villes de France, les grandes métropoles qui sont dynamiques, le centre, alors pour des raisons de position stratégique, des positions centrales, mais également parce que c'est des tissus urbains qui sont relativement prisés et réussis. Euh, Si les immeubles sont en état, si les espaces publics sont requalifiés, potentiellement le centre-ville a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, ça veut dire qu'en fait, les Français, les habitants de ces territoires, n'ont pas a priori de problème avec la densité, voire même ils la valorisent assez bien. Ils sont Mhm. prêts à payer plus cher des mètres carrés dans des endroits qui sont plus denses. Euh, Par contre, ils ont des critères d'exigence relativement importants sur ce qu'ils estiment être une densité qu'ils apprécient. Et il y a un vrai sujet sur la forme, en fait, et l'esthétique, la beauté des productions qu'on produit en ville dense. Et donc, je te parlais de notre quatrième concept, le Brandble. C'est une façon d'entrer sur un des paramètres qui détermine la perception esthétique d'un bâtiment par les riverains. Ce qu'on a observé, c'est que vraiment une des choses qui a du mal à plaire aux habitants, c'est la taille globale d'une opération. L'aspect un peu parfois paquebot de certaines Mhm. constructions où, je te prends un exemple, tu prends une avenue un peu importante qui pénètre dans une ville et des petites maisons fin 19e siècle, début 20e siècle de faubourg qui le bordent. Mhm. Des promoteurs réussissent à acheter 2, 3, 4, 5 maisons, fusionnent les parcelles et font un immeuble à la place. Mhm. Et donc là, tu passes de petites parcelles de maisons Mhm. de ville mitoyennes à quelque chose qui est fusionné, qui va monter en étage 3, 4, 5, 6 étages, mais qui va aussi s'étendre en largeur. Nous, ce qu'on observe dans les centres-villes, tu prends Marseille par exemple, il y a une forme d'immeuble qui est assez célèbre qui s'appelle le trois fenêtres, Mhm. où en fait tu as dans des parties très très importantes de Marseille sont en fait des sortes de lotissements d'immeubles, Ouais. qui étaient des immeubles de rapport à l'époque, avec quelque chose, avec une belle façade en pierre, trois fenêtres de large, et ça monte à 3, 4, 5, 6 étages. Et puis ensuite, tu as l'immeuble d'à côté, l'immeuble d'à côté. Dans chaque cage d'escalier, tu as quelques appartements. Mhm. Et en fait, tu vois qu'on a une densité qui est plutôt élancée, verticale, peu large. Ouais. Si tu imagines la même densité, mais à la place d'avoir des immeubles de trois fenêtres marseillais, tu as du 12 fenêtres ou du 20 fenêtres, en fait, tu n'as pas du tout la même ville, Mhm. pas du tout la même perception de la densité par les habitants. Et tu as, au lieu d'avoir quelque chose qui s'égrène avec des variations, puisque chaque immeuble est un peu différent, Mhm. les hauteurs de chaque niveau sont légèrement différentes, ce qui fait que les corniches ne sont pas positionnées au même endroit, les toitures ne sont pas au Mhm. même endroit. En fait, tu as une forme de variation. Mhm. Il y a un effet un peu collier de perles, où chaque perle est un peu sur mesure, Mhm. différente de la précédente. Et donc, et puis, tu as le relief de Marseille qui fait que ça fait varier un petit peu les choses aussi. Ouais. Mais tu as une C'est rarement répétition, plat. Mhm. c'est rarement plat, il y a une Mhm. répétition de petits objets denses, hauts et lancés, à chaque fois sur mesure et unique, mais qui s'enchaînent les uns aux autres de façon assez... Mhm. ça s'enchaîne beaucoup, hein, mais de rien, tu as Mhm. des quartiers entiers de Marseille comme Ouais, tout ça. à fait. Et la perception de cet ensemble, c'est plutôt une perception harmonieuse, euh,
qui ne renvoie pas l'image de C'est pas écrasant. standardisation, Mhm. d'uniformité Mhm. et de répétition que peuvent renvoyer des grands immeubles. Donc ça, c'est une forme de recette, c'est-à-dire que si tu veux faire accepter du 5, 6 ou 7 étages, Ouais. il faut qu'on aille réapprendre Mhm. des techniques. Alors tout ça, c'était à la fois, c'est à la fois une réussite esthétique, le 3-7 marseillais, mais c'est surtout un certain profil de financeurs et d'investisseurs de ces immeubles. C'est un modèle d'investissement en fait qui est derrière ça. Mhm. Mais il se trouve que a posteriori, ce qu'on observe, c'est que des immeubles de 30 mètres de large qui se répètent, en fait, alors avec façade en pierre, Mhm. c'est plus facile à faire accepter qu'un immeuble qui enchaîne 20 fois le Ouais, mètre tout à fait. fenêtre, voilà. Donc, le Bramble, tu vois, c'est un concept où on va aider des villes à identifier certains axes où aujourd'hui ce sont des maisons qui les bordent. Depuis, la ville a grandi, la pression immobilière et foncière a monté, et donc là, on va aider la collectivité à calculer le nombre d'étages qu'il faudrait autoriser pour qu'un D'accord. promoteur puisse acheter chaque maison et la remplacer par un immeuble à étage dans une opération qui soit viable sans qu'il ait à acheter la deuxième maison qui soit à côté et la troisième maison pour les fusionner pour Mhm. faire un immeuble large. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder la trame de parcelle fine qui vient de l'histoire et de Ouais, l'habitat du industriel. territoire. Mhm. Et on va essayer de faire en sorte, alors ça, il y a beaucoup de contraintes sur l'usage des rez-de-chaussée commerciaux, puisqu'en fait, tu te retrouves quand même avec des petites surfaces en rez-de-chaussée, sur les Mhm. questions de parking souterrain quand il faut en faire. Donc, il y a des choses à résoudre, mais dans le fond, tout ça, ça nous paraît plus simple à résoudre que la question beaucoup plus difficile qui est celle de l'acceptabilité sociale, où quand tu as des habitants qui veulent pas du R+5 ou du R+8 et qui sont hyper organisés, qui le font savoir, en fait, les élus aujourd'hui tiennent plus. Mhm. Et donc, il y a vraiment un sujet assez fort pour la promotion de demain qui consiste à, en fait, à se dire qu'aujourd'hui, les habitants s'expriment, qu'il y a des choses qu'ils apprécient, d'autres qu'ils apprécient moins, et que toutes les formes de densité n'ont pas la même perception, n'ont pas la même valeur Ouais. esthétique, et qu'aujourd'hui, les gens acceptent la densité parce que elle amène de la centralité, des opportunités. Dans un quartier dense, il y a plus de commerce, il y a plus de boulangerie. L'école est moins loin à pied que dans un quartier qui est peu dense. Mais tout ça, ça suffit pas. Il n'y a pas que l'aspect fonctionnel de la densité en fait qui peut convaincre les habitants. Il y a également la question de la beauté. En fait, la densité sans beauté, et je parle d'une beauté, pas forcément d'une beauté de spécialiste, mais je parle d'une beauté partagée entre les professionnels de la conception architecturale et une beauté populaire, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que ce qu'on produise euh, plaise au sens en fait des gens qui vont vivre dans ces espaces-là. Euh, Faire de la densité sans plaisir esthétique, ça me semble compliqué. Je pense que dans notre pays et sur notre continent, on a suffisamment d'exemples merveilleux de villes très denses Mhm. euh, et qui sont en même temps des joyaux d'art Mhm. et qui sont visités, qui sont visités pour elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens passent leur temps à aller voir les merveilles de la nature ou les merveilles architecturales et urbaines produites Mhm. par les architectes et les urbanistes, plutôt des siècles passés. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur tout ça à mener, quoi. C'est Et lesquels, toi, ça, qui t'inspirent dans ces villes-là? franchement, toutes, hein. Mhm. Lyon est magnifique, les villes italiennes sont magnifiques, Bordeaux. Euh, c'est compliqué de trouver une ville en France en fait qui soit pas belle dans son sens. Je te parlais de Valenciennes Mhm. tout à l'heure. On Mhm. travaille dans Valenciennes. C'est relativement incroyable ce qu'on a pu faire comme expression architecturale et constructive dans toutes les villes françaises. Mhm. Le XXe siècle est un peu particulier. Euh, on, on a pris goût à faire de l'industriel, du néo-industriel. On a fait tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup plu, et qui plaisent pas beaucoup. Mhm. Ouais, Et je pense ou que le temps fera peut-être son œuvre là-dessus, parce qu'il y a des choses qui choquaient, qui aujourd'hui sont devenues. Enfin, finalement, l'œil s'y est habitué, ou peut-être même que certains architectes étaient précurseurs. Mais moi, ce qui me semble caractériser le XXe siècle, c'est l'énergie pas chère et l'absence de enfin, de vision, en tout cas d'hypothèse écologique dans la construction. C'est-à-dire que quand on regarde les villages anciens, les paysans du coin faisaient avec les moyens du coin, la terre du coin, les pierres du coin, le bois du coin, l'ardoise du coin, la tuile du coin, pour construire.
et on faisait gaffe parce qu'il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas la bagnole pour traverser une agglo, un territoire en 10 minutes. Et donc, on faisait raisonnable. Le XXe siècle, me semble-t-il, c'est justement cet affranchissement de ces contraintes-là. Et avec quelques tartes dans la gueule qu'on vient de se prendre sur l'énergie et sur une prise de conscience forte sur ce que tu décrivais d'un point de vue micro, j'arrive plus à me financer, il n'y a plus de foncier, ça coûte cher. Et en plus, une prise de conscience macro que il y a trop de carbone dans l'air, qu'on a un vrai problème écologique et qu'il va falloir reprendre complètement à zéro, ou en tout cas retrouver des bonnes habitudes et du bon sens aussi dans la construction, parce que on le sait peut-être pas assez, mais une maison, un habitat individuel, ça pollue énormément si ton système de chauffage est pas bon, si t'es pas bien isolé. Et c'est des sujets qui, à nouveau, ressurgissent. C'est vrai qu'il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. On peut le voir le verre à moitié plein, on peut se dire que c'est intéressant quand on est dans nos secteurs et qu'il y a beaucoup à faire. Je voulais t'entendre aussi sur et c'est pour ça, et merci, parce que on en parle souvent avec Jules, avec Mathieu qui m'aide tous les jours à produire ce podcast, c'est que on est très fiers des réussites d'entreprises en région, mais on n'a pas envie de donner une impression que c'est Boboland. Et on n'a pas envie de montrer que on fait que de la pub pour les bobos cool qui arrivent dans les grandes villes et qu'il y a qu'eux qui ont compris ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir vraiment le max de territoire possible, le max d'histoire possible, et qu'on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour essayer d'avoir un peu un regard différent sur l'évolution des villes, parce que une grosse licorne qui arrive dans une ville comme Nantes, ça a un impact. À Bordeaux, pareil, etc., etc. Et ça nous intéressait d'analyser ça pour pas être juste là sans réfléchir en disant c'est cool, il y a des bobos qui ont tout compris, qui roulent la trottinette, qui arrivent dans une ville et on cherche pas à comprendre ce qui se passe pour ceux qui sont déjà là. Et c'est important pour nous et merci d'analyser tout ça. Comment tu vois l'évolution des grandes villes et, question corollaire, l'évolution des villes moyennes? Parce que une fois qu'on a dit ça, il y a eu ce Covid. Il y avait même avant eu le Covid ces gilets jaunes, donc qui étaient venus un peu exprimer pour la première fois. On a vu des gens sur des ronds-points qui avaient peut-être jamais vraiment manifesté. Et la France entière a réalisé, ou en tout cas une certaine France a réalisé qu'il y en a qui galéraient parce qu'ils étaient en tout bagnole, qui était probablement du coup une France qui était issue d'une vision de l'aménagement du territoire. C'est ce que tu as décrit. On veut le pavillon. Le diesel français, c'était bon. Allez-y, les gars. Allez faire votre lotissement à une demi-heure de la métropole. Vous prenez la voiture pour aller au taf. Vous vous refrappez une heure de bagnole le soir. Mais la centralité que vous n'avez pas payée, c'est pas grave, ça marche parce que vous avez acheté du terrain et il y a la bagnole au milieu qui fait le lien. On augmente les coûts du gasoil, ça gueule. Première réflexion. Deuxième réflexion, Covid. On se prend un confinement forcé. On voit que l'habitat, mince, c'est pas uniquement un lieu où je venais dormir. En fait, si je dois y vivre, ça le fait pas. Voilà. Et du coup, ces réflexions qui sont en cours avec la hausse du coût de l'énergie depuis, l'inflation, la hausse des taux, on n'arrive plus à acheter. Donc une réflexion globale, une grosse mise en branle sur tout le sujet. Certains articles sont sortis après le confinement de 2020-2021, qui disait les grandes villes c'est fini, vive les villes moyennes parce qu'on en a marre de vivre entassés dans des appartes et de pas avoir de jardin, donc vive les villes moyennes. Mais après, quand on creuse, on se rend compte que pas forcément. S'il y en a qui veulent certes le pavillon, mais ils veulent des jobs, et c'est peut-être pas là qu'il y a des jobs. Donc on retombe sur la grande ville. Donc comment concilier mon pavillon, qui est apparemment c'est mon rêve, mon pavillon et peut-être encore mon barbecue ou mon barbecue vegan, et le job dans la grande ville. Et toi, visiblement, t'as déjà, je trouve que c'est une première axe de solution, qui est d'arriver à recréer de l'individuel dans les villes qui en manquaient. Quel avenir tu vois, toi, pour ces villes moyennes, du coup, dans ce mouvement-là? Si tu partages le constat, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu appelles une ville moyenne, par exemple? Euh, tu parles de C'est métropole de province ou tu parles de c'est pas les périphérie? métropoles de province, tu vois. Moi, si tu prends, si tu mets de côté les 10 plus grandes villes de France et que tu prends les suivantes, quoi. Ouais.
Euh, c'est vrai que il y a il y a un phénomène qui se produit depuis on va dire 10-15 ans qui s'appelle la métropolisation, Mm. euh, qui fait couler de l'encre. Je pense qu'on a du mal à comprendre et à interpréter. Donc, ça consiste à observer que l'Île-de-France et les grandes métropoles régionales captent une partie significative de la croissance démographique, de la croissance des emplois et de l'activité économique. Mm. Euh, En parallèle de ça, on a observé quelque chose qui s'est aussi renforcé pendant le Covid, une forme de littoralisation, c'est-à-dire qu'on a toute la côte ouest qui est venue euh, s'associer à la dynamique que la région PACA connaissait depuis Ouais. beaucoup plus longtemps, avec des territoires littoraux et rétro-littoraux qui ont commencé à devenir très très attractifs et à concentrer notamment une, une- une activité économique importante, notamment présentielle, avec pas mal de retraités et du pouvoir d'achat importants qui sont venus s'installer dans différents endroits de la côte ouest de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, et des formes d'économie qui se sont développées autour de tout ça, avec du tourisme, une économie présentielle liée à la présence de certaines populations retraitées et âgées, et un attrait global pour des territoires au cadre de vie sympa. Et donc, en fait, l'aménagement du territoire en France, il est en train d'évoluer dans deux directions. Il y a des territoires qui deviennent de plus en plus prisés. Euh, donc, j'y compte les territoires littoraux et les territoires des grandes métropoles dynamiques, comme Nantes, Rennes, Mhm. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille. Et puis d'autres territoires, au contraire, dans lesquels les dynamiques en fait sont inverses. Euh, donc c'est plutôt ces deux types de territoires qui sont en train de porter des dynamiques opposées plutôt que les catégories grandes villes, villes moyennes ou villages, je pense. Un petit village de la côte basque, il a le même marché, je prends Bidart par exemple, Mhm. a le même marché immobilier que Bordeaux. Mhm. Que La Rochelle, qui est une ville moyenne. Donc La Rochelle, c'est 80 000 habitants. Tu prends l'agglomération de La Rochelle, c'est une petite agglomération de taille moyenne. Bordeaux Métropole, il fait 900 000 habitants, et des petits villages de la côte basque. Tout ça, en fait, c'est le même marché, c'est le même type de situation. Donc, euh, ce qui est compliqué, on est en train de s'apercevoir que, allez, si je peux le résumer comme ça, tout le monde a envie d'habiter au même endroit. Mhm. Alors, aux mêmes endroits au pluriel. Et que il y a des formes de liens qui existaient, qui se sont défaits et qui font que les gens, étant un peu plus libres de se projeter dans différents endroits, ils finissent par choisir un petit peu les mêmes. Donc ces liens, c'est premièrement des liens d'attache au territoire. Mhm. Euh, C'est-à-dire on a tous des parents, des grands-parents qui sont de quelque part, Ouais. d'un peu partout en France. Et c'est vrai que pour les vieux jours, on a tous aussi des oncles et des tantes qui ont la chance d'avoir atteint l'âge de la retraite et qui sont parfois se projettent plutôt côté ouest ou plutôt dans le sud. Et donc on a une forme de liberté géographique qui s'est introduite dans les mœurs aujourd'hui et qui font que eh ben, on a des territoires comme la Bretagne, euh, comme le Pays Basque, qui commencent à recevoir voilà, des, plus de monde. Ils font l'objet de plus de fantasmes, de désirs, et qui sont plus prisés que d'autres territoires ruraux, par exemple. Ça, c'est une première forme de lien qui s'est défait. Et puis, il y en a une deuxième, qui est un deuxième type de lien qui s'est progressivement défait, qui est le lien employeur-employé. Euh, Ouais. En France, on quitte un monde où une partie significative de la population travaillait dans des institutions publiques et privées pérennes. Donc, des grands employeurs, je pense, je sais pas moi, à la RATP, à la Poste, des entreprises comme Peugeot ou Renault ou Airbus. Mhm. Donc on quitte une période où ces grandes institutions, publiques ou privées, ça peut être l'hôpital également par exemple,
euh, offrait des trajectoires de carrière professionnelle à des individus longues, avec des personnes qui étaient Quasi à capables de vie. faire Mm. 20, 30, 40 ans Mm. dans la même entreprise, avec un parcours, une progression, une carrière. Dans un monde où, dans chaque foyer, le monsieur et madame avec un CDI chez un employeur comme ça, ont une forme de sécurité économique pour leur foyer de façon fiable et durable, euh, en fait, quasiment l'ensemble des parties du territoire français sont habitables et vivables. C'est-à-dire que vous soyez dans une ville de 5 000 habitants, de 15 000 ou de 30 000 ou de 100 000 habitants, du moment que vous avez un premier CDI et un deuxième CDI, euh, chez des employeurs qui sont stables et pérennes, dans le fond, vous avez de quoi vous projeter à long terme pour vous installer, euh, développer votre réseau social, faire grandir vos enfants, laisser vos enfants se faire des amis et des relations, Mm. ne pas subir la menace d'un déménagement prochain qui pourrait arriver si jamais en fait votre emploi en fait Mhm. cessait. Tout Colle simplement pas. pourquoi? Parce que votre emploi il va pas cesser. Donc en fait Mm. vous êtes là pour rester, durer. Vous pouvez vous installer. Et vous pouvez le faire à Sochaux, vous pouvez le faire à Marmande, vous pouvez le faire à Roanne, vous pouvez le faire à Angoulême, vous pouvez le faire à Guingamp. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que le rapport des individus au travail est en train de se transformer complètement. Si vous demandez à un jeune sorti d'école aujourd'hui combien d'expériences professionnelles tu vas faire dans ta vie, c'est une question que je pose souvent. Mm. En Ils général, disent les quoi gens alors? ils disent une dizaine. Voilà. Ouais. Ils disent une dizaine sans compter les expériences très courtes qui sont des petits tests qui n'ont pas fonctionné d'un côté ou de l'autre, Mhm. côté employeur D'accord. ou côté employé. Une dizaine, vu que on travaille une quarantaine d'années en France, Mm. vous voyez, ça veut dire que les gens se projettent 3, 4, 5 ans pour une Sur une expérience et boîte. puis ensuite, Mm. voilà. Euh, Ça, c'est le résultat de deux choses. Un, une forme de précarité du travail et deux, une forme de liberté aussi assumée et revendiquée par Côté salarié. Ouais. côté salarié. Mm. Et également une crédibilité et une pérennité des institutions qui est un peu remise en doute. Si je te demande est-ce que dans 5 ans, Google sera encore Google, Mm. c'est plus très sûr. Non. On voit que même Google, ChatGPT, même ouais, Facebook qui même s'appelle Google, Meta, même Facebook, après un virage bizarre. Ouais. c'est des choses, on se dit dans 5 ans, ça se trouve, ils ont été remplacés par quelque chose d'autre. Mm. 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 Et si je te pose la question, est-ce que Marseille Que dans sera 5 ans Kodak sera dans encore là? 5 ans? Avec Kodak. Est-ce que Marseille dans 5 ans sera encore là? Ça, c'est sûr que oui. Bah, c'est sûr que oui. Est-ce que Lyon Mm. dans 10 ans sera encore là? Ah, il y a Ouais, de bien grandes sûr. chances. Il y a de grandes Mm. chances. Et donc, Avec Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL, toujours. Je parie. Je parie. euh, ça veut dire que symboliquement, euh, un des rôles qui était plutôt assumé par les institutions, et notamment l'employeur, progressivement, ce rôle-là, il est en train de se décaler. Et au Sur le fur et à mesure, territoire. il devient assumé plutôt par le territoire. Mm. Euh, donc, je te parlais euh, de Lyon, de Marseille, on pourrait parler de Bordeaux. Mais si je te parle de la côte basque, et si je te demande est-ce que dans 10 ans, la côte basque est toujours ce lieu incroyable, euh, J'espère. magnifique, Ouais. où bah, il y a de grandes chances, oui, parce que le site, le caractère exceptionnel du lieu fait que il y a quelque chose qui est stable, qui est fiable Mm, mm. et qui est crédible. Beaucoup plus crédible que aujourd'hui l'organisation de notre monde économique et social. Et donc les lieux, et certains lieux en particulier en France, et notamment les grandes villes qui concentrent les opportunités d'emploi, en fait, sont aujourd'hui les territoires qui assurent cette fonction de stabilité. Donc par exemple, nous, on a des bureaux un peu partout, on est à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Mm. tu vois, que dans des grandes villes. Pourquoi que dans des grandes villes? Parce que quand on est dans des villes un peu plus petites, dans nos secteurs d'activité, l'architecture, l'urbanisme, en fait, on n'arrive pas à embaucher. Mm. On a ouvert Dijon parce que c'était ultra stratégique entre la Bourgogne, Paris à 1 heure, Lyon à une Ouais. heure, un territoire où l'immobilier était plus abordable
On peut vivre de Mhm. façon plus confortable à Dijon qu'on peut le faire à Lyon, par exemple. Mhm. Au bout de 3 ans, on s'est arrêté parce que ce sont nos employés qui ont voulu retourner à Toulouse, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, Pour la eux-mêmes raison que tu viens d'évoquer, du coup. ou leurs conjoints. Mhm. Et donc, pour des raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que parfois le premier, le deuxième job qui sont trouvés à Dijon, mais parfois le job d'après que les personnes ne trouvent pas. Parfois, c'est le Tinder qui est trop petit à Dijon par rapport à Mhm. celui de Toulouse. Parfois, C'est un problème, ça. c'est un problème. Et, Apparemment. et, et donc, tu vois, nous, quand, par exemple, quand quelqu'un quitte Paris au moment du Covid euh, pour aller signer un contrat avec Ville Vivante Lyon, Mhm. ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a un double contrat. Il y a bien sûr un contrat de travail avec Ville Vivante qui est à Lyon, mais il vient surtout s'installer à Lyon, qui est un endroit du Ouais. territoire où il y a plusieurs boîtes d'architecture et d'urbanisme, il y a plusieurs Mhm. opportunités. Mhm. Bien sûr que ce qu'il souhaite, c'est que son expérience à Villevante soit satisfaisante. Il pense avoir fait le bon choix et il se souhaite et nous également tout le bonheur du monde dans son travail professionnel. Mais il sait Bien que sûr. au bout de 6 mois, si ça change, s'il a une meilleure opportunité ou si ses goûts en fait se transforment, ou si sa vision se transforme, il peut aller voir d'autres opportunités qui ressemblent ou qui sont cousines ou qui sont différentes de Ville Vivante parce qu'il est à Lyon. Et donc, les gens sont plutôt dans une dynamique de s'installer dans la région lyonnaise avec toutes les difficultés que ça représente, parce que c'est Mhm. des territoires qui sont tendus, très cherchés, plutôt que de signer un contrat un peu à l'ancienne chez Ville Vivante comme on signait un contrat chez Peugeot. Mhm. Tu vois. Mhm. Ouais, bien sûr. Et donc, cet élément-là fait que les grandes villes, notamment, pour des raisons d'emploi, en fait, sont devenues des équipements du pays, c'est-à-dire des lieux qui rassemblent l'activité économique, les employeurs et les personnes employables dans des lieux où tout le monde a des opportunités en nombre suffisant. Donc les Mhm. employeurs pour embaucher, les employés pour Exactement. trouver les opportunités qui leur correspondent. Et donc ces lieux-là rendent le service d'assurer une forme de sécurité et de stabilité économique à tout le monde, aux employeurs comme aux employés, dans un monde où ce lien entre l'employeur et l'employé, il est plus léger, plus Ouais. flexible, je sais pas comment il faut dire quoi. Voilà. Non, mais on en parle, enfin, à peu près dans tous nos podcasts. On avait eu cet angle, l'aménagement du territoire avec Paris Je te quitte, mais chaque start-up qui nous raconte ou chaque boîte qui cartonne et qui décide de quitter Paris pour aller en région nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire on choisit des endroits où il y a une vraie qualité de vie, mais où il y a un bassin d'emploi parce que nous, on va pouvoir aller y recruter et piocher localement chez les concurrents ou dans le monde économique ou parce qu'on sait qu'il y a des formations qui chaque année produisent des étudiants. Mais ce que tu précises, et c'est important, c'est que c'est aussi les salariés qui acceptent ça parce qu'ils débarquent dans des villes où ils savent que, puisque mécaniquement, dans 3-4 ans, ils partiront ailleurs, ils sont rassurés, ils acceptent d'y aller parce que s'ils doivent changer, et puis si le conjoint, la conjointe doit trouver autre chose, ça va le faire aussi. Et moi, c'est vrai qu'il y a eu une phrase qui m'a interpellé, c'est que avant se déplacer, on choisissait son lieu de vie en fonction du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on allait à la mine, et puis on allait à l'industrie, et puis on allait vivre autour de l'industrie. Maintenant, c'est complètement l'inverse qui se crée. C'est on choisit là où on veut vivre et on y travaille. Et on a inversé la logique. C'est vrai, mais en même temps, les gens vont vivre là où ils peuvent travailler, pour ceux qui ont besoin de travailler. Ouais. À ce Mais moment-là, c'est ça. t'as cette concurrence du coup entre certains territoires où du coup on va cocher la case, je veux la case soleil, je veux la case montagne, je veux la case truc, et puis ce que tu disais, tout le monde va à peu près la même chose, donc tu benchmarks les grands territoires où tu peux aller vivre, quoi. Et quand Voilà, t'as une donc petite ville, du coup, Périgueux, on a parlé de Périgueux, quand t'es une petite ville, tu fais comment là-dedans? Alors je sais pas si alors, ce qui Périgueux, désolé pour les habitants, mais Périgueux, ou une c'est autre, une, mais quand t'as pas comme ça cette profondeur, tu fais quoi? Périgueux, c'est 1 heure et demie de Bordeaux. Mhm. Donc suffisamment loin pour qu'elle ne soit pas sous l'influence directe de la Mm, métropole. Libourne, à l'inverse, c'est 40 minutes. Donc c'est mm, beaucoup plus en interrelation avec la grande métropole. Euh, T'as Bayonne qui est sur la côte, La Rochelle qui est sur la côte, Saint-Malo qui est sur la côte. Donc mm, en fait, ce qui... Comment dire ça? Il y a des difficultés et des opportunités dans tous les mondes. mm, Dans les territoires,
où il y a une pression, qui sont tendues parce que c'est là que les gens ont besoin d'être. Donc, t'as des territoires, les grandes métropoles notamment, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, euh, elles offrent un service, c'est-à-dire la proximité de tout, y compris des opportunités d'emploi et du pool de personnes employables. Mhm. Euh, c'est une réponse à un besoin qui est grand et c'est une réponse qui est trop petite. Les prix de l'immobilier qu'on voit monter à Marseille, Mhm. ils sont hyper élevés à Bordeaux et à Lyon, même s'ils n'évoluent plus beaucoup. En Mhm. fait, ils sont pour moi l'indice du fait que la demande pour ces espaces centraux est largement supérieure à l'offre. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu es dans des territoires comme ça, les grandes difficultés, c'est que du coup, les prix montent parce qu'ils reflètent ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Que du coup, ceux qui s'en sortent et qui peuvent choisir bah, les profils aisés, Mhm. que ça défait la mixité sociale du territoire. Et donc, on se retrouve avec différentes enclaves et des endroits Ouais. où il y a que des personnes aisées. Et donc là, dans le fond, la notion de ville même disparaît un peu puisqu'on a l'ensemble de la société se retrouve plus représenté dans les différents Mhm. espaces du territoire. Donc, et en même temps, tu as cette demande énorme qui fait que dès que tu as des projets, tu trouves preneur. Dès que tu développes des programmes, en fait, ils vont être construits, achetés, loués. Et donc, voilà, il y a les deux faces un peu de la problématique de cette tension. À l'inverse, quand on est sur des territoires où il y a moins de tension, euh, le, il y a, comment dire ça, le, toutes les difficultés qui produisent de l'exclusion dans les territoires tendus, tu les as pas. Donc en fait, on est beaucoup plus proche de quelque chose de satisfaisant. Quand tu es dans une ville moyenne, je prends Périgueux par exemple, Mhm. qui est quand même, c'est une ville magnifique. Il y a une activité commerciale, commerçante de centre-ville qui est bonne. Il y a un marché qui est extraordinaire. Le cadre de vie est exceptionnel. Il manque un petit peu les familles qui viennent habiter en centre-ville. On peut y remédier en faisant du BNB par exemple. Ça vous. On Mhm. on est plus très, on va dire que le vent souffle pas naturellement dans la voile, mais on n'est pas très très loin de faire quelque chose de sympa, d'accessible, où habiter une maison en ville, c'est relativement abordable, et où on va pouvoir créer des lieux par la mixité, et parce que les choses vont être bien organisées et sur mesure, bah, Mhm. qui vont être hyper vivants, hyper agréables à vivre, même s'il y a moins de monde, moins d'intensité économique et moins de choses ou des choses différentes qui se développeront par rapport à ce qui se développe à Bordeaux, par exemple. Donc, dans le fond, il y a une voie de la quantité. Et je pense que quand tu es Bordeaux, Lyon, Marseille, avec ce niveau d'attractivité, je pense qu'il faut répondre aux besoins quantitatifs. C'est-à-dire que enfin, moins on construit dans ces territoires dans lesquels la demande est supérieure à l'offre, Mhm. plus on crée des marchés qui deviennent excluants, Mhm. plus ce sont les prix en fait qui font la géographie, et plus du coup ça devient difficile d'avoir des espaces qui sont vivants. Ça devient difficile pour les restaurateurs de proposer des contrats à leur personnel qui Mhm. leur permettent de se loger sur place, par exemple. Mhm. Donc t'as des vraies difficultés. Donc je pense que tu es obligé de suivre la pente quantitative sous peine en fait de réserver ton territoire aux plus aisés Mhm. et de suivre cette pente quantitative, c'est pas facile. C'est dynamique, c'est porteur, mais par contre, tu as tous les désagréments qui vont avec, qui sont que les choses changent vite. Il y a beaucoup d'arrivées. Il faut réussir l'intégration, il faut réussir l'équipement, etc. Et à l'inverse, dans les territoires où les rythmes sont plus lents, euh, avec évidemment, il y a moins de possibilités, il y a moins d'opportunités, mais la distance entre le territoire tel qu'il est aujourd'hui et un territoire vivant, agréable, mixte et fonctionnel, elle est moins grande. Donc tu vois, la distance à parcourir est moins grande aussi. Donc je dirais que dans les deux cas, faut faire du sur-mesure et des choses intelligentes. Et toutes les vies sont possibles en France. La France est grande avec une grande diversité de territoires. Qu'il y ait des lieux hyper intenses et des lieux plus calmes, ça me semble plutôt une bonne chose. Je pense que toutes les personnes aspirent pas au même, à la À même vie. vivre dans la métropole. Bon, comme ça me passionne, je sais même plus combien de temps ça a pris, mais je pense qu'on est en train de faire un épisode plutôt record à niveau durée. Euh, du coup, toi, tu es basé où? Alors moi, je suis Hmm. basé au siège de Villevin qui est à Bordeaux. À Bordeaux, très bien. Voilà. Et donc, comment tu profites de ton temps libre à Bordeaux ou ailleurs?
pour quand tu bosses pas? Question classique de fin d'épisode. Bordeaux, bah, écoute, ouais, déjà c'est une ville en soi qui est remarquable. Après, si tu lui enlèves le bassin d'Arcachon, c'est plus tout à fait la même chose. Donc c'est, Mhm. en fait, Bordeaux, il faut la penser avec son bassin. Il y a la Dordogne qui est juste à côté, la Charente qui est juste au-dessus, le Pays Basque qui est à moins de 2 heures Pas juste en très loin. dessous. Donc c'est aussi, en fait, c'est aussi toute une région, quoi, je crois, qui est Mhm. très accueillante. Euh, c'est sûr que les enfants ont grandi dans cette région. Ça va être compliqué pour moi de les convaincre de déménager si un jour je veux changer. Voilà, parce ils y sont super bien. Tu trouveras, si c'est le cas, je suis sûr que tu trouveras les bons arguments, vu ta connaissance fine de tous les territoires. Merci beaucoup. C'est passionnant. On se reverra parce que il y a- c'était hyper intéressant d'évoquer la ville et l'évolution des villes avec toi. Et bravo pour cette belle trouvaille qui est Ville Vivante, qui amène de belles solutions de redensification, de relogement. Félicitations, bravo. Merci Romain. Merci David. Merci Guillaume. Merci David.